Salut l'équipe. Que le basket paraît facile quand il est joué par certains gonzes. À l'inverse de moi, où en ce moment, quand je vais jouer, on se demande plus si on est sur un playground ou au Puy du Fou. Heureusement, il y en a un pour qui il n'y a aucune hésitation, tant il transforme le basket en véritable art. Art, période impressionnisme, évidemment. En ce moment, il met des filoches aussi grosses que les idées de Florentino Pérez. D'ailleurs, lui aussi joue dans une Super League où il a été MVP et champion. Alors oui, cette saison, il perd un petit peu plus de matchs qu'à l'accoutumée, mais il n'empêche, il me fait quand même hurler de plaisir devant mon écran. Ouh. Quand il a la balle dans les mains, j'ai autant confiance en lui qu'en Thomas Dufang pour prendre un dernier shooter inutile à 6 h du matin. C'est dire, avec ou sans le ballon, son maillot jaune et bleu donne des crises d'angoisse à tous les défenseurs. Non, sérieux, pour ceux qui l'avaient oublié, il est toujours bon de rappeler que Nando De Colo est un joueur formidable. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Avec moi cette semaine dans le canapé de Thomas. Un Thomas qui respecte le joueur que j'ai pu être, car tu as joué avec moi et tu sais, tu connais la valeur que j'ai pu être, oui, les qualités que j'ai pu avoir. Bonjour Thomas Dufang. Bonjour. Il y a un autre Thomas Laroukis, qui lui n'a aucun respect pour moi et qui me prend pour un fermier de l'Iowa. Bonjour Thomas Laroukis. Bonjour. C'est quoi cette histoire au bout d'un moment? Non mais hier t'as pas été bon, je te J'ai pas été bon hier. et tu l'as mal pas pris. été bon hier. T'as pas été bon. T'as pas mis tes shoots ouverts. Avec un ballon en plastique et du vent. Mais dans l'attitude t'as été scandaleux, donc non mais ça c'est normal, ça, c'est un acquis. Mais disons que ça ne tire pas vers le haut dans la vision globale que tu peux avoir de toi. Tu es dans la team Steph Brun de toute façon où vous n'avez aucun respect pour moi. Parce qu'on a une jauge différente aussi. C'est effectivement qu'il y a Nando De Colo dans le même classement que moi. Donc à partir de là, c'est sûr que je suis nul. Et je te rappelle qu'un bon joueur de basket, c'est à partir de Marcelinho et Huertas. Ouais, donc évidemment, on est nul à chier à côté. Hein. C'est dur d'avoir du crédit aux yeux de ces gens-là, mais bon, je pensais quand même. Je vais essayer d'être plus tolérant. Non, mais moi ça me va. Non, mais ça te va pas, la preuve, t'en parles aujourd'hui. Non, j'en parle aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ces fois, c'est un petit peu à charge. Ok, j'essaierai de. Parce que hier, il a quand même, on avait cette discussion, hier, il a quand même dit à Thomas, non mais Erwan, quelle qualité il a. Bon, ok, vraiment, je suis rentré chez moi, je me dis, mais attends, mais pourquoi je fais ça? Tu es très dur. T'as même failli reprendre le basket d'ailleurs. C'est vrai, mais non, mais de toute façon, je suis rentré, j'ai fait des pompes et d'ailleurs demain j'ai rendez-vous chez Arthur à 9h30 on va faire une séance et c'est vrai en plus. Ah bah super. Avant de parler du programme de ce First Day Show, on avait quelques annonces à vous faire et elles sont nombreuses. On va commencer samedi 22 h sur Twitch, rendez-vous avec Thomas et Nico Batum. On va lancer cette espèce de nouveau concept. C'est pas tout à fait comme les radios que vous aviez l'habitude de faire. Là, c'est vraiment un espèce de podcast autour de Nico Batum où il y aura pas mal d'invités. Pour la première, on va se la faire avec Tom. Mais donc, quand Nico en aura envie, il sera surtout disponible. Il nous dira la veille, les gars, on peut faire 2 heures de podcast. Boum, on se met sur Twitch. Comme vous en avez maintenant l'habitude, boum, et on parlera 2 heures, 3 heures s'il faut, de basket et même d'autres choses. Je sais que, pour avoir parlé avec Nico, il a un avis sur la Super League de foot, par exemple. On va essayer de parler aussi des inside. On sait qu'il a aussi dépassé les 10 000 points en carrière, donc il y a des questions à lui poser. On sera avec le chat pour justement reprendre les questions à Nico, mais c'est aussi de sortir juste de, alors, il est fort, Steph Curry. Voilà. C'est pas la question qu'on lui pose en général, mais de sortir un peu, puis la vie des joueurs NBA, c'est toujours cool d'avoir ce genre de feedback. Et puis on lui demandera chaque fois où il est. Des fois, ça sera Houston, des fois, ça sera New York, des fois, ça sera... Il nous fasse son classement des meilleures villes NBA, peut-être. Des fois, ça sera Épinal. Bon, ça serait pas bon signe pour lui. Et pour la NBA. Donc, rendez-vous samedi, 22 h. 22 h minuit, donc avec Nico Batum. Et puis le lendemain, rendez-vous maintenant dominical du dimanche, 18 h. Je serai cette semaine avec mon ami, mon frérot, mon rappeur préféré, enfin mon journaliste rappeur préféré, Mehdi Maizi. Je sais que tu nous regardes, je t'embrasse. Donc rendez-vous 18 h aussi pour 2 heures avec Mehdi Maizi, où là on va croiser un petit peu les univers. On se connaît depuis maintenant presque une dizaine d'années avec Mehdi. Et il est bien bête dans le bon sens du terme pour dire des conneries. Donc là encore, on va s'amuser et vous pourrez lui poser plein de questions autour du rap, de comment on s'est connus. Là, il y a des anecdotes savoureuses, époque Dailymotion. Après, j'irai la semaine dernière. Là, c'est Mehdi cette semaine, donc pour mélanger un maximum d'univers. On est là pour ça, on adore ça. Et puis Thomas, on l'a annoncé cette semaine avec Alex Ruiz mercredi dans le récap. Le stream devient le stream sport à partir du 1er mai. Tous les week-ends seront sport sur le stream. Tout à fait, c'est notre gros projet sur lequel on bosse depuis des mois, on pouvait évidemment pas trop en parler, mais l'idée c'est que First Team reprenne le créneau du week-end sur le stream, que vous connaissez sûrement tous. Si vous ne connaissez pas, eh bien vous allez tenter de découvrir aussi la chaîne avec nous. On va récupérer donc le samedi et le dimanche, ce sera de 16 h 30 à minuit. Il y aura toutes les émissions qui marchent depuis des années sur First Team, donc du vélo avec en roue libre, de la F1 avec les pistonnets, bagarre générale avec les sports de combat,
bureau ovale avec le rugby, je crois que du foot. Surtout autour d'Alex Ruiz, puisqu'il vient et rejoint cette équipe-là. Il y aura aussi le récap sport autour de Norman Genius. Ça sera un peu avec les codes d'House of Sports, un peu remanié, justement pour avoir cette émission multisport et pour se marrer, avoir un peu de recul aussi sur tout ça. Et puis le samedi, à 22h30 jusqu'à minuit 30, on fera notre fameuse antenne libre qui reviendra donc tous les samedis avec vos appels via Discord, avec des débats fous absolument sur la NBA, parce que là, pour le coup, ce sera 100% NBA. Pour nous, c'est un gros projet. Et ça commence donc le 1er mai. J'ai une question à te poser avec tout ce qu'on fait là. Quand est-ce qu'on se repose en fait? Après les Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques en août. On est dans une grande ligne droite où on est là pour vous offrir un maximum de contenu sur Twitch et YouTube. Et honnêtement, je dis ça, mais on se plaint pas. On est ravis de faire ce qu'on fait. Et entre l'Euro qui arrive, les playoffs NBA et les Jeux Olympiques, le Tour de France, la F1, on va se régaler. Et attends, un petit dernier truc, parce que j'ai vu des questions là-dessus. Pour ceux qui se posaient la question de ton rendez-vous dominical de 18h sur Twitch, évidemment, on va pas le faire en même temps parce qu'il y aurait un léger problème, ou alors tu as des nouveaux dons, des nouvelles qualités. Des dons d'ubiquité. Tout à fait. Mais on va j'en parlerai dimanche. Et on verra avec les viewers quel est le jour et l'horaire qui les arrange. Tout à fait. Pour qu'on trouve le meilleur compromis. Très bien. Voilà. On va attaquer avec le programme de la semaine, donc des news comme d'habitude, avec Chris Paul qui est dépassé Magic Johnson, avec malheureusement encore quelques blessures. Et puis on parlera un petit peu aussi équipe de France. Un gros débat sur Zion Williamson qui réalise une super saison de sophomore. Jusqu'où peut-il dominer? Ça sera notre débat de la semaine. Ensuite, on fera un focus sur Steph Curry. Fantastique, mais avec des résultats qui sont peut-être pour certains décevants. Pour d'autres, c'est plutôt correct. Donc on essaiera de creuser un petit peu autour de la personne de Steph Curry, du joueur qui honnêtement fait des cartons en ce moment, il voit les cercles comme des bassines, comme Nando De Colo, qu'on embrasse. Toi, tu as joué avec Nando, il t'a régalé en Euroleague. Comme d'habitude. Incroyable joueur. Bon joueur de basket. Et tu as vu et que les superlatifs pour Nando marchent aussi pour Steph Curry. C'est pour ça que je vous ai bien eu dans l'édito. Et ensuite, on finira par le quiz où en ce moment, je rayonne. Oui. Je rayonne. Voilà. T'as eu Eric Maynor la semaine dernière, j'ai eu Desmond Mason la semaine d'avant. Toi, t'es dans l'équipe de Thomas Larouquis. T'as des qualités au quiz, en fait. Oui. Très mal. Mais je vais me remettre en forme et je pense que je vais te baiser en 1 contre 1 d'ici cet été. Peu importe, ça ne vous regarde pas. En tout cas, on ira peut-être le filmer. On enchaîne tout de suite avec les news. La première news, c'est qu'on a de la nouvelle décoration dans le studio. J'ai oublié d'en parler dans l'intro. Et regardez ces magnifiques cadres qu'on a reçus de la part de nos amis de première base. Vraiment, donc ils nous ont envoyés, on les a mis en cadre. Et honnêtement, grande classe, bravo. On peut les retrouver où, Thomas? Premièrebase.fr. Merci les gars de nous les avoir envoyés. Honnêtement, si on n'avait pas kiffé, on les aurait pas mis. Là, c'est vraiment histoire de diffuser un peu quand les gens font du bon travail. Et les dessins sont magnifiques. 2 des 3 meilleurs joueurs de l'histoire qui sont là. 2 des 3 meilleurs joueurs de l'histoire. Et et Pat Ewing, il respecte pas Patrick Ewing. Non, mais tu respectes pas grand monde, de toute façon, dans le basket, on l'a compris. Mais, et on remercie Jardiland pour le cactus. Ouais, on le voit pas, mais il a marqué le on remercie Jardiland. Il y a quelqu'un qui s'est assis dessus. C'est Carlos, d'ailleurs. Ouais. Feu Carlos. Alors, on enchaîne avec l'autre news. Du coup, c'est des blessures, malheureusement. La blessure de Trae Young. Vilaine image, on n'a pas d'infos. Tom, et tu as vu cette image? Il retombe face à New York sur sa cheville. On l'a vu en souffrance. Ah ouais, une entorse, ça fait toujours mal. Après, on va voir ce que ça donne. Il va passer les examens. Ça lui arrive maintenant alors qu'il était en super forme, les Hawks. Ils étaient vraiment sur une bonne dynamique. J'espère que c'est pas trop grave pour continuer sur leur remontée au classement. Ouais, on imagine que les Hawks qui visent pourquoi pas un avantage au premier tour des playoffs. La blessure de Trae Young peut changer pas mal la donne dans l'environnement d'Atlanta. Un autre, par contre, où on ne se pose pas de questions, malheureusement, c'est Denis Avdija, qui s'est lui pété aussi, et lui, pour le coup, out pour la saison. Coup dur pour les Wizards quand même, qui sont en train de remonter au classement. Il fait partie des bons joueurs et ils sont pas si nombreux aux côtés de Russell Westbrook et Bradley Beal. Et hier soir, dans un match aussi entre les Pistoleros face à Steph Curry et les Warriors, lui aussi il retombe mal. Il sort en ayant très très mal. Jordan Bell lui met, là on voit l'image, un t-shirt pour cacher. La cheville n'était pas en équerre comme on aime bien dire, comme Gordon Hayward notamment, mais en tout cas fracture de la cheville, on le verra pas cette saison, c'est une catastrophe parce que il fait partie justement des bonnes pioches de la dernière draft pour Washington. T'avais bien aimé toi Tom la saison du rookie Avdija? Ouais, très très bon joueur, je le suivais déjà en Euroleague. Il a porté et je pense qu'il a une grosse marge de progression. Là, ça lui met un coup d'arrêt, j'espère qu'il va revenir assez vite. Après,
Ça fait jamais plaisir de voir des trucs comme ça. Ah, parce que c'est vrai que rookie, de première année, tu te fais des Ah play-in ouais, ou des matchs un c'est peu ça. comme ça, tu gagnes forcément en expérience. On souhaite en tout cas de revoir Denis Avidia rapidement. On parlait hier encore sur après ce fameux basket où tu ne me prêtais aucune qualité, notamment aucune qualité de passeur. Heureusement, il y en a d'autres qui sont des bons passeurs. C'est Chris Paul qui, cette semaine, a dépassé Magic Johnson. Attention, Magic, le prochain, c'est moi. Il s'en est pas remis. Non, mais ça me fait trop. J'adore reprendre ces trucs-là pour les mettre dans les émissions. On voit donc le meilleur passeur reste John Stockton, Jason King, Steve Nash, Mark Jackson et Chris Paul, donc qui dépasse Magic Johnson et qui a eu cette déclat que je trouve assez mimi autour de Magic Johnson, parce que dépasser Magic Johnson, c'est quand même pas rien. Je suis très honoré, c'est un vrai privilège de dépasser Magic, le GOAT pour tous les meneurs. C'est irréel, mais merde, j'en ai pas encore fini. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que c'est vrai que Chris Paul, c'est clairement maintenant un vétéran, mais on a l'impression qu'il a au moins encore 2 voire 3 saisons sous le pied. Ouais, il fait partie de ces mecs Ça tombe bien parce qu'il a un contrat de bâtard à honorer. Ouais, mais pour l'instant, il honore complètement son contrat et Chris Paul a toujours été cité parmi les plus compétiteurs de toute la NBA. Kobe disait qu'après lui, Chris Paul était clairement le plus gros compétiteur de toute la ligue et il le prouve encore une fois. Et il a raison en disant ça. C'est une marque incroyable dans sa carrière, dans tout ce que tu vas laisser comme héritage dans cette ligue. Mais la réalité, c'est qu'il a une saison à jouer, que Phoenix est une super équipe, ils ont encore tapé Philly hier, et qu'ils ont des espoirs en fait de play-off. Une équipe qui n'était pas en play-off l'année dernière, qui a des espoirs en play-off, ça fait kiffer. Deuxième à l'ouest. Il a évidemment le grand artisan et il vise la première place. Qui chasse Clairement. clairement le Jazz. On a vu la stat sur lui, que dès qu'il arrive dans une équipe, l'équipe Tout à fait. gagne plus de matchs. Donc, il rend les équipes meilleures, ça il a toujours prouvé. Après, malheureusement, dans sa carrière, pour l'instant, toujours pas de bague. Et pas de finale même. Ouais, pas de Tu vois, finale non ouais, plus. grave. Après, il a eu un peu de malchance avec les Clippers, avec Houston, mais bon, ça fait partie du Alors, jeu il a, aussi. il a eu de la malchance. Oui, il a eu de la Il a malchance eu et aussi de la mauvaise ouais. gestion. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est voilà, vrai. mais c'est vrai que pour l'instant, il lui manque. C'est un mec qu'on a envie un jour de découvrir en finale NBA, quoi. Ah ouais, ce serait fou que ce soit avec Phoenix. Et qui a l'ensemble de son, et qui par rapport à l'ensemble de son. Il mériterait œuvre, au moins une petite finale. mériterait Mais bien. de toute façon, c'est le point guard, on le dit souvent, c'est un joueur extraordinaire dans le dribble, dans les 1 contre 1. C'est quand même un mec d'1m80 qui ne se fait jamais contrer. On parlera de Zion qui, lui, par contre, se fait souvent contrer, donc tu vois, c'est toujours marrant de voir ça. Et puis, c'est au-delà des résultats collectifs, quand tu prends cette qualité intrinsèque, c'est le meneur de jeu parfait en NBA. Rapidité, dribble, leadership, il est fantastique. Le truc que Défense. j'adore chez lui, c'est son shoot à 2 points. Moi, j'adore déjà les joueurs qui Ouais. shootent à mi-distance. Et lui, il le maîtrise à la perfection. Il arrive à créer un décalage. Et c'est vraiment son arme ultime. Limite incontrable. Il shoot très haut. Enfin, Et il va vraiment. très rarement lay-up. Toi, quand Ouais, tu as joué bah, avec très lui, t'es dans les. Formation nationale. Ouais. Quand tu as joué la saison, tu as joué avec lui. C'est un passeur moyen. C'est un passeur moyen. T'as pas joué en NBA? Ah, excuse-moi, parce que. Oh là là, oui. Ah ouais, il y a un truc, il a mal pris. Hein. Non, on se sert toujours de nos petites blagues, inside Ok. joke. Vous savez, c'est la dernière de l'émission, je te promets. Non, mais en tout cas, Heureusement parce qu'on est à la 12e minute. Hein. oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je trouve ça cool qu'on puisse se dire que Chris Paul, il a encore 2-3 ans sous la pédale, parce que c'est vrai qu'il il y a eu ces blessures terribles avec Houston, où il y a ce fameux what if. Mais honnêtement, quand on le voit comme ça, on a encore envie de le voir jouer le plus longtemps possible. Et pour finir sur ce classement-là, il fait environ des saisons, ses plus mauvaises saisons, elles sont à 500 passes sur une saison. Donc on peut À la fin de honnêtement l'année, imaginer que l'année prochaine, Max, il soit sur le podium en dépassant Ouais, c'est ça. Steve Nash. Mark John Kidd, c'est plus Mark difficile. Jackson et Steve Nash. Ouais, Je sens que absolument. Mark Jackson et Steve Nash, il y a une passe d'écart. On enchaîne avec une triste nouvelle, c'est la retraite donc officielle de la Marcus Aldridge, qui avait donc fait ce move qui nous avait fait tant parler des Spurs jusqu'aux Nets. Et puis finalement, par rapport à un problème de cœur, Nico Batum m'avait dit, je l'avais oublié, qu'il s'était fait opérer déjà en début de carrière du cœur. Et là, les docteurs lui ont dit non, il faut arrêter. Et donc la Marcus Aldridge prend sa retraite. C'est toujours triste comme ça quand on ne choisit pas la manière dont on arrête. C'est dur, surtout après son arrivée à Brooklyn, où il était clairement parti chercher une bague. Il en avait encore dans les jambes. En plus, on l'a vu aux Spurs, même quand il arrive à Brooklyn, il y avait de quoi faire encore. Et franchement, ça fait mal au cœur pour un gars comme ça. C'est un vrai bon gars dans la NBA. C'est un gars assez silencieux, voilà, qui fait pas de vagues, mais très fort joueur, un peu joueur atypique. Poste 4, 5, on sait jamais trop, qui Ouais. shoot de loin. Avec l'évolution, Voilà. Quand il est arrivé, c'était clairement un poste 4, mais avec l'évolution du basket, c'est vrai que c'était vraiment un hybride entre poste C'est 4 ça. 5. Quoi qu'il arrive, 4 ou 5, très relou à défendre. De toute façon, il est à la fois
un ancien joueur par son style de jeu et puis un joueur hyper moderne aussi parce qu'il t'apporte beaucoup de spacing. C'est terrible de le voir finir comme ça nous fait penser à Chris Bosh, c'était pas le même problème, mais voilà, ou à Lilian Thuram, même avec le PSG qui a jamais pu jouer. On n'a pas envie de voir des super joueurs, non mais ça, des super joueurs s'arrêter comme ça d'un coup. Le mec jouait la semaine d'avant et puis d'un coup on dit bon bah il prend sa retraite, alors que comme tu le dis, il en avait encore plein les baskets. Ça me fait penser aussi à Kev Séraphin qui a dû arrêter pour des problèmes de jeu. C'est des carrières pro qui s'arrêtent sans vraiment le choisir. Et ça me fait penser un peu à toi. Et là, j'aimerais avoir ton ressenti. C'est que toi, Thomas, pour ceux qui ne le savent pas, tu as eu un problème à la cheville. Et du coup, tu as dû arrêter aussi sans vraiment vouloir, alors que tu avais quoi, 32, 31 ? Ouais, 32, 31. Donc c'est très jeune pour arrêter une carrière professionnelle. Comment on le ressent ça ? C'est pas les mêmes niveaux, mais ça non, c'est sûr, mais c'est ton métier. ouais, le même sentiment quoi. Bien C'est sûr, le même bien sûr. ressenti. Le truc, c'est que tu vis de ta passion et tout d'un coup, on te dit que bah, tu peux plus jouer parce que voilà, ton corps, il ne suit plus. Alors quand tu as 30, 31 ans, ça fait vraiment mal. Là, Marcus, il a 35, il était quand même plus proche de la fin, même si je pense que ça doit lui faire mal. Mais c'est sûr, je pense à un gars comme Kevin, qui était revenu se relancer en Europe. Il avait encore tout pour exploser l'Euroleague. Vraiment, il avait toutes les capacités. Malheureusement, après, quand le corps ne suit pas. Et chez les sportifs, c'est très, très difficile. Les gens ne se rendent pas compte que quand on est blessé, c'est vraiment dur. On est un peu à l'écart du groupe. On cogite beaucoup. On se demande si on va revenir, si quelqu'un ne va pas prendre notre place. Et donc, c'est vraiment la situation la plus difficile pour un sportif, les blessures. Est-ce que tu analyses directement que c'est la fin et que c'est une fin que tu n'as pas choisie, ou est-ce que tu es un peu dans une espérance presque un peu naïve ? Après, tous les cas sont différents, mais tu as toujours une certaine sorte de regret, en fait. Tu dis, j'en avais encore sous la semelle, et j'aurais voulu montrer que c'était pas fini, j'avais encore des choses à prouver, donc tu restes un peu sur ta fin. Donc tu as un petit peu de regret, je pense, quand tu choisis pas ta fin. Je pense que tu as quand même ce sas où, comme tu dis, tu penses que tu peux revenir, mais il faut que tu acceptes qu'en fait c'est fini. Et ça doit prendre plus ou moins de temps en fonction des Kevin, caractères. je pense qu'il a vu beaucoup de spécialistes parce que tu espères toujours trouver le mec qui va dire si c'est bon, si tu fais ça, tu vas pouvoir rejouer. Et il a tout essayé, et donc voilà, il n'y avait pas de solution. Donc au bout d'un moment, il faut se... De toute façon, il n'y a rien de pire. Hein, et ça serait peut-être d'ailleurs un jour une des vidéos d'été qu'on peut faire sur les mecs qui n'ont pas choisi leur sortie, la frustration que c'est. Parce qu'on en a déjà parlé tous les deux, c'est que en fait, c'est une chance de ouf d'être un pro. Et en fait, quand ça s'arrête, tu te dis « Oh, c'est déjà fini Ouais, ». Moi, je me suis arrêté à l'époque en N3, et en fait, je me suis dit « Ok, je suis parti à 16 ans de chez moi, j'avais 33 ans, je me suis dit « Ah ben, c'est déjà fini ». Tu vois, alors que pourtant, ça fait 15 ans alors que... qu'en fait, ça fait, tu vois, tu bougeais tout, et je me dis, et je te dis, moi, j'étais pas... j'étais pas... Mais le sentiment, c'est le même, en fait, le fait de se dire, ah putain, ça y est, c'est ma période de joueur où tu joues, où tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine et que tu as les matchs au week-end, c'est terminé. Imagine des Brandon Roy, des Greg Oden. Exactement. Pour eux, c'est horrible, par contre. Et c'est pour ça qu'on est très content pour Caris Levert. Je le passe comme ça, mais que lui n'ait pas arrêté sa carrière, que le gars puisse taffer et jouer à son meilleur niveau en si peu de temps. On aurait pu craindre ce genre de sortie aussi pour lui. Autre fin d'histoire, c'est la fin entre Nike et la marque Kobe Bryant. Donc représenté aujourd'hui par sa femme et on imagine plein de gens autour. Mais Nike et donc la marque Kobe n'ont pas trouvé d'accord. Et honnêtement, Thomas, ça nous fait un peu chier. Ouais, mais c'est vrai qu'en tant que fan, quand tu as l'annonce, tu dis putain, les meilleures chaussures de basket, les chaussures les plus portées d'ailleurs en NBA. Il y a 2 ans, il y avait plus de 100 joueurs, donc sur à peu près 500 qui portaient des Kobe sur les parquets NBA. C'est bien la preuve que ce sont les chaussures les plus plébiscitées par les joueurs de basket au sens large. En tout cas, l'annonce a fait un vrai électrochoc dans le monde du basket, puisque donc Kobe fêtait entre guillemets les 5 ans depuis sa retraite, et donc son contrat avec Nike prenait fin à ce moment-là. Donc il y avait toute une renégociation avec le clan Bryant, hein, donc je le mets au sens très large, et donc ils n'ont pas trouvé d'accord, c'est Vanessa Bryant qui l'a dit. Il y avait pas mal de choses qui sont rentrées en ligne de compte, que les chaussures soient un peu trop chères, qu'il n'y ait pas trop de modèles enfants, c'est plein de facteurs comme ça, vrai, pas vrai, on peut en discuter. En tout cas, la réalité, c'est que c'est fini avec Nike et qu'en fait, on se rend compte que le clan Bryant a déposé une marque qui s'appelle Mamba. Ils ont fait plein de dépôts de marques aussi autour de l'idée de Mamba. Et on peut imaginer que ce truc Mamba devienne, voilà, que ce logo-là, super merci, devienne une nouvelle marque d'équipementier pour faire un peu la nique aux grands équipementiers, peut-être. Ils vont faire des chaussures goût amande, parce que là, j'ai l'impression que c'est un Magnum amande. Complètement. Mais la première fois qu'on l'a vu, on se dit, ah ouais, c'est un logo qu'on avait déjà vu. Je pense à la pharmacie, moi. Ah ouais? Le logo de la avec le serpent, ouais. c'est pas la pharmacie, c'est les médecins.
Les mettre, je sais pas. le macaron sur leur voiture. D'accord. Avec le serpent, ça fait. Mais moi, t'as raison, ça fait Magnum, donc tu auras des chaussures goût chocolat blanc ou amande. Bon, en attendant, on verra ce qui va se passer. Ils ont déposé, en tout cas, pour sortir toutes les gammes d'équipements, hein, donc des baskets, des Ça fait mal au cœur. Nous, on a l'habitude. Après, bon. Pour nous, Kobe, c'est Nike. Ouais. Même s'il a démarré chez Adidas, Bien après, il a explosé chez Nike. Si son nom sort sur une autre marque, ça va faire un peu cheap. Là, ça sera sa marque. Visiblement, en fait, il y avait tout un truc aussi sur l'idée que Kobe, donc avant même son décès, négociait pour avoir un vrai pan comme Jordan, évidemment, mais LeBron aussi a ça, ou comme Steph Curry chez un Il l'aurait eu s'il avait été visiblement là. non. Visiblement non, Nike n'était pas si chaud que ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu deviens indépendant. Et donc, quand tu deviens indépendant, tu es ton propre chef. Moi, ce qui me ferait chier, c'est qu'il aille chez une autre marque, quelle qu'elle soit. À part Adidas, où l'idée, quelque part, mais t'as pas envie de voir ça. C'est toujours très dur d'être indépendant dans ce marché-là. Nike est tellement dominant en créativité même, tu vois que. Oui, je sais, mais bon, tu n'as pas les mêmes espoirs, oui. Moi, La première année, ça va te faire honnêtement, 19 milliards de chiffre d'affaires. S'ils ressortent des Kobe Mamba, là, donc comment ça s'appelle, avait vu le nouveau blaze, et que c'est des pompes de ski Décathlon, ça va me faire mal au cœur. Hein. Sympa pour Il y a Décathlon. quand même un héritage à respecter quand on voit, et Dieu sait que tous les trois on a joué avec des Kobe, il y a quand même un héritage de qualité à avoir. On verra en tout cas la suite de la marque donc Mamba. James Harden, blessé, on le savait, mais James Harden n'a pas de date de retour. Il pourrait même rater le début des playoffs. Donc il y a deux infos. C'est que James Harden peut dire bye-bye au titre de MVP. Oui. Ça, on est d'accord. Et surtout, c'est cette stat incroyable, c'est que le Big Three, donc Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Thomas, n'a joué que 7 matchs ensemble. Alors, on sait qu'ils sont très forts, mais en vue des playoffs, avec des futures batailles face aux Bucks, face aux Sixers ou autres, c'est pas non plus un super point positif. Ils vont manquer un peu d'habitude, de préparation entre eux. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, là, cette équipe entre KD qui se blesse, il se fait un pet au genou. L'autre, Kyrie, des fois, il vient pas jouer, on ne sait pas pourquoi. Bon, après, Gastro, je crois. Ouais. Non, t'es Harden blessé, c'est sûr que ça va pas les aider. Après, ils sont tellement forts les trois, mais on les à voir. Donc, je pense qu'ils vont arriver direct en playoff. Est-ce que ça peut suffire, leur talent intrinsèque, pour être champion? S'ils sont là tous les trois, ça peut être un gros débat du First Day Show, mais... S'ils sont tous les trois, oui. Moi, je me projette dans le cas où James Harden ne revient presque carrément pas du tout de cette saison. Parce que. Enfin, ça va. En fait, ce qui est dingue. Il a pas eu un accident de voiture. Je sais, mais moi, tu sais, quand c'est indéterminé, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. On parle de manquer la fin de la saison régulière, mais on dit pas qu'il va revenir la première semaine de playoff pour l'instant. Moi, j'ai une petite question si vous deviez en choisir deux. Vous passez d'un? Bah oui, Kyrie, de loin. Harden, KD, pour moi, c'est totalement inarrêtable. Hein. Après Kyrie. Harden peut se. Le scoreur entre Kyrie et Durant, bon, les deux sont deux énormes scoreurs, mais je prends Durant du coup. Mais Harden peut se muer en un playmaker. Il peut, collectivement, il va faire le lien. Ce que Kyrie ne fait pas toujours. Kyrie, il ne rend pas les autres meilleurs, ça c'est sûr. Et aussi Spencer Dinwiddie qui pourrait revenir aussi. Donc, en plus, moi, s'il y en a 2 sur 3, ils restent parmi les grands favoris. Hein. Très bien. Écoute, on va voir. Mais c'est vrai que le collectif, c'est quand même important. Et l'exemple premier qui nous vient en tête, c'est les Clippers la saison dernière. Dès qu'ils ont été dans le dur en playoff et qu'ils ont fait une saison régulière, qu'est-ce qu'il y a ils sont arrivés en playoff, bam. On a eu un petit aperçu que ça pouvait marcher quand même. Contrairement, moi, ce que j'ai vu, ça m'a plu en tout cas. Dans un Harden, comme tu dis, passeur, qui est capable de se mettre un peu en retrait parce qu'il sait ce qu'il veut, il veut aller chercher une bague. Et donc, il sait qu'il a 2 énormes scores à côté. Donc, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ça m'a plu. Ouais, mais moi, Mais oui, on n'a pas vu assez. On n'a pas vu assez. L'échantillon est pas. J'ai pas d'inquiétude. Attention, je le dis, j'ai pas d'inquiétude. J'ai des interrogations légitimes. Et à voir si Kawhi et Paul George ont les mêmes comportements, enfin ou l'inverse, les 3 ont le même comportement que les 2 à Los Angeles, parce que c'est quand même important dans la lecture de l'année dernière. C'est pas faux. Allez, on termine avec une dernière info FIBA cette fois-ci. On va parler de notre équipe de France chérie, nos Bleus d'amour. On a reçu le programme donc de la prépa pour les JO et on va rencontrer nos 2 fois nos meilleurs ennemis, les Espagnols, le 8 juillet en Espagne, le 10 juillet en France. Le 10 juillet, on jouera face au Japon. Le 20 juillet, je pense qu'ils vont faire un scrimmage contre First Team. C'est une info inside. C'est une info inside. Remets-toi en forme, gros. Diffusé sur Canal et tout. Tu vas jouer meneur, du coup. Hein, je veux jouer ce que tu veux, moi, tu sais. Je vais jouer 15, je vais rentrer pour 5 fautes à donner. Relou sur Rudy, quand même. Donc voilà, donc c'est cool. Et puis, ça va être intéressant de voir cette équipe de France. Et puis, quel visage elle aura. Parce qu'on sait que Evan, potentiellement, peut aller un peu loin en playoff avec Boston. Surtout Rudy peut aller loin en playoff. Nico peut aller loin en playoff. Timothée Luaou peut aller loin en playoff. Donc ça va être. On va avoir. Franck Ntilikina peut aller loin en playoff.
Pourquoi pas? Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'était pas une blague. S'il évitait de le faire jouer 2 secondes, ça me sauterait plus à la gueule. Mais bon, non, mais je ne comprends pas comment l'utilisation de. Bref. 2 secondes, ça fait pas beaucoup pour avoir un impact sur un match de basket. Après, ça gagne, donc on peut rien dire, mais voilà. On a fait le tour des news et on va s'intéresser à un monstre, à un ogre, à un buffle, à un mammouth. Zion Williamson, jusqu'où peut-il dominer la Ligue? C'est le débat de la semaine. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Thomas Dufin adore le définir comme un joueur générationnel, comme LeBron l'a été, comme Jordan l'a été. Mais c'est vrai que quand Zion Williamson est arrivé dans la Ligue, ça a été un énorme buzz incroyable. Il a été beaucoup blessé sa première saison rookie. Et depuis, Zion Williamson est clairement en train de s'installer dans sa carrière NBA. On va voir ses stats cette saison, stats monstrueuses, dans une équipe de jeunes qui continuent de grandir. On va vraiment se poser la question dans ce débat, les amis, jusqu'où Zion Williamson peut-il dominer? C'est justement, on va commencer là-dessus de manière générale. Est-ce que vous trouvez déjà en lui, après 2 saisons, des raisons de se dire que ce mec-là, un jour, peut amener une équipe tout en haut de la Ligue? Sur le principe, évidemment. Ce serait dommage, après un peu plus d'1 an en NBA, de le condamner à justement être, pourquoi pas, un jour le joueur le plus dominant ou le meilleur joueur de la NBA. Maintenant, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Son style de jeu, son physique aussi. Au-delà même du fait qu'il soit balèze ou trop gros, il y a sa taille avec son poste. Voilà, il y a plein de questions qui arrivent. Et puis, vers quel type de joueur il va tendre? Ça, c'est quand même les grandes questions qu'on se pose depuis le début de sa carrière en NBA, même depuis Duke. Mais la réalité, c'est que quand tu vois ses chiffres, quand tu vois son efficacité, quand tu vois son impact sur les matchs, pas forcément sur les victoires, en général ça arrive un peu plus tard dans une carrière, eh ben, il a tous les atouts pour devenir le joueur le plus dominant en NBA. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il répond présent aux attentes, en tout cas. Ça, c'est un peu mieux qu'Anthony Bennett. Voilà. Même Non, pour mais lui, d'ailleurs, il faut le faire quand même, parce que bon, c'est jamais facile. Moi, quand je le vois jouer, je t'avoue que je suis toujours impressionné par son physique, parce que quand tu le compares à son physique d'high school, tu as l'impression qu'il a 20 kilos en plus, que le maillot il va exploser. Ça, c'est clair. Mais il arrive à bouger comme un petit. Il a une vitesse d'appui, après il a un toucher incroyable. Donc je pense que pour l'instant, il est dominant, il ne fait pas gagner son équipe, et il a un jeu très atypique. Comment le faire jouer? Moi, j'ai regardé. Il dribble, donc on l'attend vers les lancers francs. Il se rapproche petit à petit. Là, il envoie 2 coups d'épaule pour créer un peu d'espace. Et il envoie sa main gauche et ça passe. Et jeu très atypique. De quoi l'entourer? Comment l'utiliser? 3, 4. On va voir. On va voir tout ça, justement. Il y a plein d'axes de réflexion à voir. Et c'est ça qui est archi intéressant avec ce mec. Mais de prime abord, on n'a jamais vu un physique comme ça tourner à des stats aussi impressionnantes que ça. Ça me fait penser un petit peu physiquement, il se rapproche un peu de Glenn Davis. Mais Glenn Davis, c'était une rotation dans un rôle. Il n'avait pas du tout le même impact sur un match. Sans l'explosivité. Voilà, sans l'explosivité. Donc, non, mais je parle juste physique quand on le voit. Moi, quand je regarde ces matchs, des fois, je le vois courir. Mais si je ne sais pas que c'est Zion, si je ne connais pas ses stats, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Et c'est pas un délit, de sale gueule. Ouais. C'est juste que. C'est du jamais vu presque. Quand tu me dis il va aller en bas, lui, au post-up, voilà, il va pas toucher un ballon, il va aller au rebond et fin. Alors que pas du tout. C'est une force peu commune. Et bien sûr que c'est un très grand joueur. On a bien défendu contre lui, mais c'est un animal, une force de la nature, comme Shaquille O'Neal avec les qualités d'un meneur. Ça, c'est Rick Carlisle qui apparemment avait passé une sale soirée face à Zion Williamson. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur l'aspect physique. On sait qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes autour de ses blessures. Cette saison, honnêtement, on n'a plus d'inquiétude autour de ses blessures. Il a joué 53 matchs sur 58. Il joue 33 minutes de moyenne. J'ai l'impression qu'en tout cas, il encaisse le rythme NBA. Il est rassurant. Si demain il se pète, cette vidéo n'a plus aucun sens. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est la réalité de la NBA, c'est que il faut voir dans le temps. Il a été rassurant, et ça, je te suis complètement. Et quand tu dis qu'il encaisse le rythme NBA, c'est qu'il enchaîne les matchs. Il n'y a pas trop de load management, tu vois. Il a joué 53 matchs sur les 58 possibles. C'est ça. C'est tout à fait correct, hein, surtout quand on voit le nombre de joueurs, le nombre de matchs manqués pour toutes les raisons de ces derniers temps. Il fait kiffer par rapport à ce point-là. Maintenant, je suis pas rassuré. Moi, je serais rassuré dans 5 ans s'il se pète pas. Malheureusement, t'es obligé de la jouer comme ça avec Zion. Pour moi, là, il faut qu'il perde quelques kilos quand même. Je suis toujours surpris de le voir comme ça, qu'il n'ait pas un régime un peu spécial, parce que je pense que ça, pour lui, il peut lui arriver des bricoles, je pense, parce qu'avec il fait quoi, 130 kilos là? Ouais, il doit faire 130. C'était le joueur le plus lourd avec Taco Fall l'année dernière, il était à 130, je sais plus combien d'ailleurs, je vais regarder, mais
138. Mais tu vois, Perdre un peu de poids et après, J'ai entendu tout son contraire à chaque fois sur Zion. Il doit maigrir, mais s'il maigrit, du coup, en fait, ben, c'est là qu'il risque peut-être la blessure pour son corps. En fait, mais il faut qu'il reste costaud. Mais là, j'ai l'impression qu'il a même encore plus non, mais quand il gonflé. maigrit, il va pas devenir comme Kevin Durant. Non, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il a encore plus gonflé. En fait, j'entends tout et son contraire. Et du coup, j'arrive pas trop à savoir si. Là, on voit quand même sur cette photo qu'il a quand même. Là, ça va. Là, qu'il était quand Ouais, même mais en fait, plus jeune. la question, c'est nous, ce qu'on pense peut-être, mais j'ai du mal à savoir ce que lui, donc, et le coaching staff, il préconise, lui et ses conseillers. Là, j'ai pas la sensation qu'il est dans une phase d'amincissement. C'est pas maigrir qu'on veut, c'est qu'il soit un tout petit peu plus fit, tu vois, un tout petit peu plus tracé. Il faut un peu de temps. En général, c'est pendant les off-season, et on sait que là, la off-season, elle a été quand même très tronquée, mais il était quand même dans la bulle. Donc voilà, c'est vers quoi lui il veut tendre. Quand LeBron veut perdre du poids, ben, on le voit. Quand Melo a perdu du poids, on l'a vu. Tu vois, donc c'est plutôt vers quoi lui il veut tendre. On va voir. En tout cas, on verra. En tout cas, physiquement, cette saison, il ne s'est pas blessé. Tient, voilà, il tient. Tant mieux, il a raté que 5 matchs, et tant mieux. J'aimerais maintenant qu'on aille dans le jeu. Donc, dans le jeu, vous savez bien qu'on décortique avec et sans le ballon. On va commencer avec le ballon. Alors, c'est vrai qu'il est assez peu, quelque part, ou pas assez, je trouve, pour l'instant, initiateur d'attaque. C'est rarement lui qui commence les attaques chez les Pelicans. T'as pas l'air d'accord quand je dis ça? Ces derniers temps, ils Beaucoup lui ont un peu donné, entre guillemets, la main, même si en NBA, meneur, bon, voilà. Il monte la balle. Et Il alterne avec Lonzo ouais, Ball il et alterne. Bledsoe. Mais des fois, il lui donne normal. la balle en premier. Voilà, il va agresser d'entrée. C'est un très bon passeur. Enfin, moi, je trouve que c'est Oui, oui, un c'est un bon très bon C'est un bon passeur. passeur, un bon passeur. Après, des fois, Meilleur passeur que moi ou pas? des fois, son problème, je trouve, c'est qu'il joue un peu en dilettante. Je sais pas comment expliquer. Des fois, il se relâche un peu. Des Bon, après, chaloupés, quoi. ouais, voilà. Ouais. Il est jeune, C'est mais vrai. bon dribbleur, bon passeur. Donc, je trouve qu'il lui donne de plus en plus de responsabilités sur les débuts des attaques. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour l'instant, il en profite bien. Il augmente ses passes. Moi aussi, je te suis complètement. De toute façon, il joue avec deux meneurs de jeu plutôt référencés à NBA. Donc Lonzo Ball qui est un pur meneur et Eric Bledsoe qui toute sa vie a joué meneur de jeu. Il peut jouer deux et d'ailleurs c'est ce qu'il Au fait. grand détriment de certains, d'ailleurs. Ouais. Au grand détriment de certains. Mais donc quand il joue avec deux mecs comme ça, eh ben, ça pose la question en fait de comment tu l'entoures. Mais c'est une autre question. Moi, ce que je vois, c'est que par rapport à l'année dernière où il ne le faisait pas du tout, ben, on le voit beaucoup plus avoir la balle en début d'action, donc initiateur. On le voit beaucoup plus attaquer. C'est un contre un en dribble des 3 points, le gars est loin, mais il attaque en rythme. L'année dernière, il était vraiment dans un truc de finition, un dribble ou deux, boum, sur des petites passes. Là, Il le cette fait année- toujours, ça. Ouais, non mais, Oui, oui. bien sûr, En mais je te plus- parle de là pour l'instant juste sur le fait d'initier les attaques. Il le fait beaucoup plus et tu as raison, ses stats ont augmenté. Il est à 2 passes, il est à 3-7. C'est un gars qui, à terme, pourra être comme Yanis, tu vois, être à 5-6 passes par match. Mais il faut le faire avec le temps. C'est que sa deuxième saison, c'est pas le moment de lui dire allez, tiens, vas-y, fais-nous gagner en étant meneur de jeu. Voilà. C'est vrai que des fois, donc, il joue meneur de jeu en montant la balle. Initiateur. Initiateur, ouais, C'est important, initiateur, c'est vrai que c'est le bon terme. Moi, il y a un truc où je le trouve très fort et qui, justement, je pense que ça va être une arme énorme dans son jeu, c'est ce fameux dribble et ce in and out qu'il a souvent. Tu sais, quand il va jouer les grands comme ça, parce qu'il a souvent des avantages Ouais. sur les mecs, que ce soit en vitesse ou en puissance, voire les deux. Et c'est vrai qu'il est capable d'être très fort sur 2-3 dribbles maximum et faire des différences. Et ça, c'est intéressant. Ah, dans les petits espaces dans la raquette, il est énorme. Mais ce qui est impressionnant, c'est que peu importe qui est en face, le gars se fait bouger. Tu peux ramener même Tout à fait. le plus costaud de la ligue. Il va prendre un coup d'épaule. Il va très souvent, des fois, il va rater, mais il ressaute tellement vite. Il va prendre son rebond offensif, il va remettre dedans. Donc, il a un impact. Et je pense qu'à terme aussi, il va tirer beaucoup de lancers francs. Quand Il en shoot plus de 8 par match cette C'est pas saison. dégueu. C'est pas Pas dégueu. dégueu. c'est pas mal C'est en déjà. Mais je augmentation pense, par rapport à la voilà, saison dernière. C'est plus de 2 que par rapport à la saison dernière. quand il va commencer à réussir à aller chercher un peu les contacts, les bras, tout ça, comme certains font, je pense qu'il va encore passer un cap, mais vraiment, il a une énorme marge de progression. On va parler de son QI basket. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses un peu où il doit progresser, mais on va aller donc sur le jeu off-ball. Et moi, là, depuis le début en fait, de sa carrière, il me régale parce que je le trouve très intelligent sans la balle. Notamment à l'opposé, il arrive beaucoup à se faire oublier ligne de fond. Alors parfois, c'est pour des alley-oops monstrueux, mais par moments, c'est aussi pour juste venir juste comme ça derrière dans le dos des défenseurs, attraper, marquer. Et là-dessus, on voit un joueur aussi très intelligent, capable, sans la balle, d'exister. Et ça, c'est toujours intéressant. Mais c'est parce que c'est un joueur vraiment très, très spécial qui est difficile c'est difficile de comparer à d'autres. C'est qu'il a à la fois des qualités de petit. Quand on dit de petit, c'est donc le dribble que tu viens de citer, c'est sa vision du jeu et le fait qu'il aime être face au jeu et faire des passes. Mais ça, ce que tu viens de citer, c'est des qualités de grand. C'est-à-dire que quand tu es en centre de formation, eh ben, il y a plein d'exercices où quand le petit drive sur sa main droite vers la ligne de fond, il faut que tu aies le bon déplacement. S'il part dans le centre, il faut que tu aies un autre déplacement. Et lui, pour le coup, c'est le parfait complément d'un bon driver. Donc Eric Bledsoe est un très bon driver, par exemple. Quand il va pénétrer et que le défenseur de Zion va à l'aide, Zion, il est toujours dans le bon espace. Et après, avec ses qualités physiques, il va toujours trouver le cercle. Il va toujours trouver une faute, toujours trouver un dunk, toujours parfois se faire contrer. Mais ça fait partie du jeu. Donc
C'est pour ça que c'est un joueur un peu hybride, en fait. Et pourtant, c'est un mec qui fait que 2 mètres. Donc, c'est pour ça que c'est marrant d'avoir une lecture sur ce mec-là. Ça, c'est une très grosse qualité, comme tu l'as dit, parce que tu peux l'entourer de joueurs forts qui vont dribbler. Et lui, il va être capable de donner des solutions sans la balle, d'apporter quelque chose. Il n'est pas obligé d'avoir la balle pour scorer comme la plupart des gros scoreurs de cette ligue. Donc ça, pour moi, c'est une très grosse qualité. Et il sait l'utiliser parce que, comme tu dis, il se met dans les lignes de passe. Et ça, c'est très important. Il sait se placer à chaque déplacement. Et ça, je sais pas, ça s'apprend. Ça prend un petit peu. Ça prend, mais c'est inné. Ça se sent. C'est clair. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc on parle beaucoup de ce jeu sans ballon, et c'est aussi c'est là où il marque beaucoup de points. Parce que c'est pas lui qui prend le plus de tirs de l'équipe, c'est Brandon Ingram, et pourtant c'est lui le meilleur scoreur de l'équipe. Moi, un énorme point positif pour ce mec, c'est son efficacité. Qu'est-ce qu'il est efficace! Et ça, déjà, à si jeune, être aussi efficace avec des super pourcentages, on voit là une montée en puissance d'ailleurs sur cette saison, donc on voit qu'il est en pleine progression, avec quasiment plus de 30 points, quasiment presque 30 points en avril. Moi, je trouve que c'est un joueur d'une efficacité rare et qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup là, qui sans la balle peut exister. Non mais ouais, t'as raison. L'efficacité, 61% aussi, on peut ajouter sur la saison au tir. Ça vient évidemment de son jeu et du fait qu'il soit un joueur hyper physique, donc il va trouver énormément de lay-up, parce qu'il est gaucher aussi, et on aime bien dire gaucher tricheur, mais alors lui c'est encore pire que tout, c'est-à-dire que le gaucher va trouver des angles que seul le gaucher va pouvoir trouver. C'est bateau de dire ça, mais un droitier, tu vois dans les appuis, alors il y a des mecs qui sont un peu meilleurs gauche-droite, qui va finir mal. Lui, il est gaucher, donc sur des angles, il va toujours te surprendre, trouver des petits trucs, il arrive toujours à décaler sa main, et il n'est pas mauvais main droite d'ailleurs, parce qu'il y a plein de ces dunks droite-gauche que d'habitude les gauchers ne font jamais. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a autre chose, tu dis, c'est parce que c'est pas lui qui prend le plus de tirs dans l'équipe, c'est Brandon Ingram. Ça s'explique aussi. Oui. Quelle est la qualité aujourd'hui de Zion Williamson? Jouer l'isolation? Pas du tout. Brandon Ingram, sa qualité, c'est de jouer l'isolation. Donc déjà, tu peux donner toutes les balles dans les 10 dernières secondes d'une possession à Brandon Ingram, ça augmente naturellement son taux de tir. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, Zion n'est pas capable de... On dit, allez, tiens, vas-y, et marque. Non, il ne faudrait pas faire ça, d'ailleurs. Après, pour moi, pour l'instant, il est plus dans un profil de Giannis, à pénétrer. C'est le joueur qui lui ressemble le plus, je trouve. Donc Giannis, on l'a entouré de shooters. Je pense qu'à terme aussi, c'est un peu ce qui va se passer, parce qu'il va tellement focaliser la défense à l'intérieur qu'il va falloir qu'il ressorte des ballons propres. Donc il va falloir bien l'entourer. Mais c'est ce profil-là. Et c'est vrai qu'à NBA, moi, ça m'impressionne toujours les perfs avec un haut pourcentage de réussite, parce que tu en as beaucoup qui mettent des points, mais qui balancent énormément. Et lui, il connaît ses forces. Il sait où il veut aller, c'est pour ça qu'il a un bon pourcentage. Ouais, c'est clair. Là, on regarde le PER, donc l'évaluation. Il est 4e, donc dans le top 5 de la ligue, sachant qu'il ne prend que 7 rebonds par match. C'est parce qu'il est très efficace, c'est parce que voilà. Mais quand tu vois les autres, Nikola Jokic, il est presque en triple-double. Joel Embiid, il marque énormément de points, comme les autres. Il prend énormément de rebonds et ainsi de suite. Il est 2e. Yanis, c'est évident. Kawhi, de le voir si haut, c'est parce qu'il est très propre aussi. Et tu rajoutes aussi ses stats en défense. Mais Zion, c'est son efficacité qui l'amène à ce niveau de performance. Non, mais vraiment, de toute façon, et jouer sur ses qualités, de toute façon, pour moi, c'est signe de l'intelligence déjà. D'une intelligence. Hein. Qui comprendra. J'aimerais qu'on parle défensivement un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est très impressionné par ses qualités physiques, par son efficacité. Maintenant, défensivement, il est plutôt discipliné. Quand on le voit dans les défenses collectives, dans les aides. Après, sur l'homme, il est capable de faire des efforts, mais j'ai l'impression qu'il peut tenir un duel. Mais c'est plutôt l'enchaînement sur certains close-out où il est capable de le tenir. Mais s'il y en a un deuxième enchaîné, il a plus de mal. Pour l'instant, la répétition des efforts défensifs, je pense que ça peut devenir une bête défensive. Ça ne l'est pas encore. Non, ça ne l'est pas encore. Après, il est jeune. Ouais. Il a tout à fait le potentiel. Il a une très bonne attitude aussi. Ça, c'est important. Je pense que c'est vraiment un bon mec. Il râle jamais après l'arbitre. Il est toujours dans ses matchs. Et... Non, au niveau défensif, moi, je me fais pas tout de suite là-dessus. C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'il perde peut-être un peu de poids pour être un peu sur les défenses latérales, tout ça, de se déplacer un peu mieux, je pense. Mais aucun souci pour... Et on en revient encore à son profil hybride, c'est que c'est un petit joueur pour la position. C'est un incroyable joueur athlétique, donc dans le second rideau, il pourra. Mais je trouve pas encore que dans son mindset, ce soit un gars qui aille arrêter les autres. C'est pas ce que je demande. Il y a des mecs qui le font naturellement, que ouais, il le fera toujours, hein, il est comme ça de toute façon, il est né comme ça. Zion, c'est plus d'abord un joueur d'attaque et un joueur spectaculaire. Donc la défense, elle vient dans un deuxième temps. Mais ce sera quelque chose qu'il faudra travailler. Mais ça, c'est des trucs que tu sais, il faut que tu te casses les dents une fois en play-off et tu dises, bon, bah voilà, il faut que en fait, si je veux passer un tour, voilà, faut que je défende. Ça. Mais il y a d'autres marches à gravir avant de lui demander d'être un stopper, quoi. Alors, justement, les marches à gravir, c'est les axes de progression. Il y a un axe de progression, moi, où je veux le voir, où je ne vois zéro progression
cette saison. J'ai même l'impression qu'il ne le travaille pas, que c'est pas sa priorité. C'est l'adresse, Thomas. Ouais, il reste dans son confort pour l'instant. Il reste dans sa zone de confort, il prend pas trop de risques. Mais moi, je trouve qu'il a une bonne gestuelle quand même. Elle n'est pas incroyable, mais il met la main sous la balle. Pied dans le ciment. Voilà, bon, pied dans le ciment. On va pas lui demander d'être un Klay Thompson, juste de pouvoir mettre quand le gars l'attend au lancer franc ou un peu derrière, comme ça, pour faire monter la défense et après utiliser sa faculté de pénétration. Mais moi, je trouve qu'il peut vraiment, à terme, devenir un shooter correct, pied dans le ciment, balle en main. Voilà. Bah, tu vois, dans le match des Knicks, il y a un truc qui m'a sauté à la gueule. Alors, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais je vais vous poser la question. La comparaison avec Giannis, elle est évidente sur la manière de jouer. L'autre différence, c'est que Giannis fait 10 cm de plus. Donc, ça s'arrête assez rapidement, en fait, dans la comparaison, malheureusement. Moi, il y a un gars dans ce match, en fait, je sais qui est le modèle de Zion, c'est Julius Randle. Julius Randle, Julius Randle jeune. C'est plus grand, quand même, hein. Julius Randle jeune, ouais, mais il fait 2,6, 2,8. Ouais. L'autre, il fait 2,13, hein, Giannis. Donc, Julius ce que je veux dire, d'aujourd'hui, Julius Randle, quand il est jeune, quand il est rookie, Julius Randle qui est tradé parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer Zion. absolument. Mais Julius Randle rookie, je lui retrouve le même genre de qualité qu'à Zion, c'est-à-dire un vrai athlète, un mec qui joue au bully, donc gaucher lui aussi, et qui, avec le temps, en fait, a vraiment développé un tir. Le Julius Randle des Lakers, je vous donne juste son pourcentage à 3 points. Il prenait 0,4 tirs à 3 points pour 27%, 22%. Donc il a mis du temps à avoir un tir plutôt consistant. Et quand on voit aujourd'hui Julius Randle avec les Knicks, avec la maturité, l'expérience, et puis il a énormément bossé, et ben c'est vers ça qu'il doit tendre. C'est-à-dire que Julius Randle, à la base, jamais je l'aurais imaginé être capable de mettre des step back. Mais quand je dis des step back de joueurs NBA extraordinaires, en ce moment il fait des trucs, tu fais waouh. Et ben je pense que Zion, et ben c'est vers ça qu'il doit tendre, c'est-à-dire que shooter à 3 points, les pieds dans le ciment. Vas-y, prends-en de temps en temps, mais il faut vraiment que tu bosses sur des petits retournés, des petits tirs à 3-4 mètres, comme Thomas aime bien faire quand il joue contre nous. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et tu vois, mais vraiment, et contre les Knicks... Malgré une grosse défense. Mais tu vois, contre les Knicks, une des premières actions de Zion, c'est un petit jumper. Mais tu sais, vraiment, de dribble, un beau tir, bien relâché, il saute, et on ne le voit jamais faire ça. Donc je pense que c'est vers ça qu'il doit tendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, moi je suis tout à fait d'accord. Dans l'évolution de Julius Randle, qui était attendu très haut, mais qui est arrivé très jeune, comme d'habitude. Les mecs arrivent de plus en plus jeunes en NBA. Rappelons que ce mec-là a 21 ans. Ouais, non, Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a espoir. il y a un il y a espoir. beaucoup d'espoir. Donc il y a tout à faire. Mais c'est vrai que pour dominer, parce que c'est la question de ce débat, c'est pour jusqu'où peut-il dominer. Va falloir à un moment donné, s'il veut amener une équipe très haut, qu'il va falloir quand même qu'il puisse mettre quelques pantons. Et l'exemple d'Yanis, alors certes, il est plus grand, mais à un moment donné, quand tu mets pas un panton, en play-off, les mecs, ils t'attendent. Et c'est pas un panier à 3 Mais points. je trouve qu'il part moins loin. Yanis, Yanis Rookie, il mettait dedans. Hein. Après, il a pris 19 kilos de muscle, donc mais au début, Lui, il les a déjà. Mais en fait, le truc, c'est que il a jamais joué en play-off. Et Yanis, c'est en play-off que ses défauts sont criants. C'est-à-dire que quand les défenses se referment, quand tout le monde t'attend dans la raquette, Zion, si demain il va en play-off, je pense qu'il aurait les mêmes soucis. Alors oui, ils sont tellement forts qu'ils vont trouver des lay-ups, ils vont trouver des points, il sera peut-être à 23%. Je pense que ces pourcentages baisseraient s'il allait en play-off. Mais je pense qu'on est obnubilé par le shoot à 3 points, et ça marche pour Yanis. Et moi, je cesse de le dire depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, Yanis, sa progression, et Zion, c'est pareil, c'est comme Julius Randle, mettre des 3 points, c'est bien, mais sois bon dans les intervalles. Les super joueurs comme Kawhi Leonard, Paul George, Kobe et tout, ils sont archi forts dans l'entre-deux. Un dribble, boum, tu te lèves. Et si tu as ça dans tes armes, ça te permet d'avoir des lay-ups derrière, et surtout, ça te permet de battre les aides. Ça, j'y crois un peu moins pour l'instant. Il y a 21 ans. Hein. Ouais, mais ce qui est sûr, ce que tu dis, ce serait bien qu'ils fassent les playoffs, parce que je pense tous les joueurs, quand ils vont en playoffs, même s'ils font qu'un tour, ils se rendent compte de l'intensité, de ce qu'il faut faire, que c'est un autre level les playoffs, de ce qu'il faut travailler pour passer un cap. Donc j'espère que, enfin bon, là, leur saison elle est un peu compliquée, mais Bon, il y a une autre. Attends, juste un dernier truc sur l'adresse, Vas-y. après je te laisse. Il est à 70% au lancer franc, c'est plutôt pas mal. Et je continue à faire le parallèle avec Julius Randle. Julius Randle, cette saison il est à 80%, mais il est extraordinaire. Mais jusque-là, il est entre 70 et 73. Donc c'est pour ça que je prends aussi cet exemple, c'est qu'il y a des similitudes. On a beaucoup loué donc son intelligence de jeu. Il n'empêche que moi, je reste persuadé qu'il doit progresser dans le QI basket. Il y a une stat d'ailleurs, tu l'as dit un petit peu en début d'émission, c'est un joueur qui se fait beaucoup contrer, ce qui peut aussi expliquer par moments des choix un peu rentre-dedans. On le voit aller dans du 1 contre 3 malgré sa bonne qualité de passe. Sharif, il est dans le top 3. Mais gros, qu'est-ce qu'il fout dans ce... Sharif, vrai gars, il est 3 fois dans le top 5. Et Jermaine O'Neal aussi, donc c'est un improbable. vrai joueur. Donc moi, je pense qu'il doit progresser un petit peu mieux parfois sur quelques lectures, notamment sur le jeu rapide. Quand le repli est en place, des fois, il va s'empaler dans les mecs. Et puis, il doit aussi progresser sur son jeu post-up. Il a ce move parfaitement maîtrisé de spin, revenir sur sa main gauche et aller chercher le carreau.
Mais derrière, s'il n'y a pas ça, c'est souvent peut-être la première. Et je trouve que sur le footwork, sur aller en face-up, alterner face-up, post-up, tu vois, des spins, là-dessus, il doit beaucoup progresser sur ce travail-là. Ce qui est fou, c'est qu'il est dans ce classement alors qu'il shoot à 61%. Quoi. Donc, C'est clair. c'est ça qui est ouf. T'imagines la marge de progression. Moi, pour l'instant, il reste dans la facilité, dans ce qu'il sait faire. Il va à l'épaule, il est costaud. Pour l'instant, il sait qu'il domine. Ça suffit. Donc ça suffit. Pour l'instant, il est là-dedans. Après, peut-être cet été, il va commencer à travailler autre chose. Mais là, il reste dans son confort. Il sait que ça marche. Il shoot à un haut pourcentage. Il va mettre des coups d'épaule aux gens. Il va prendre le rebond offensif. Pour l'instant, il reste dans ça. Et les contres, là, ils veulent dire aussi un truc, c'est que il est petit, quoi. Et quand t'es petit au basket, t'es désavantagé, surtout sur les postes. T'es toujours désavantagé d'ailleurs. Hein. Mais là, encore plus dans les postes intérieurs. C'est que tu vas prendre un rebond, t'as beau être archi athlétique, quand t'as un mec de 2,13 qui a des longs bras, il va te contrer. Alors, la force de Zion, c'est qu'il va se faire contrer, il est tellement vite de jambes qu'il va récupérer la balle, il va remonter direct. Il y aura faute ou dunk ou pas Les deux. ou les deux. Mais je trouve pas que ce soit une stat hyper importante. Non. Tu vois, quand je vois Jermaine O'Neal, ça me fait plus chier pour Jermaine O'Neal qui était plus grand et qui avait plus de moves post-bas. Mais bon, c'est un autre débat. On le compare beaucoup à Shaquille O'Neal, justement, dans la domination dans la raquette, même si Shaq était un pivot pur et dur et bien plus grand. Mais c'est intéressant en termes de physique. Et même, on a une comparaison aussi avec LeBron James, qui était un joueur générationnel, qui est arrivé, on l'a dit tout de suite, de Chosen One. On sait qu'à terme, ce mec-là devra être champion NBA et emmener des équipes en finale. C'est ce qu'il a fait. On voit la différence avec le Shaq sur les deux saisons. Il y a quand même beaucoup plus de rebonds pour le Shaq. Mais on sait qu'à New Orleans, entre Steven Adams et ton gars... Et Josh Hart. Josh Hart a 8 rebonds. Il y a beaucoup de mecs qui prennent des rebonds. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve en lui le leadership qu'on pouvait trouver chez le Shaq, le leadership qu'on trouvait chez LeBron? Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on a encore ça. J'ai l'impression de voir encore un enfant doué, un enfant fort qui pèse sur le match, mais je vois un enfant. Pour l'instant, zéro leadership. On va pas se mentir, comme tu dis, on dirait. Z. Ouais, il est dans sa bulle, il est là, il est content. Pour l'instant, tout se passe bien. Après, il est très jeune, on va revenir encore là-dessus. Mais pour l'instant, le leadership À développer. à développer. Ouais. Le Shaq est arrivé un peu plus tard aussi. C'est un peu hein. intimide, même si son interview, Ouais. sur les Knicks, on a vu, a explosé de rire. J'ai jamais vu aussi heureux de parler des Knicks. J'ai pas compris. Il adore jouer adore jouer là-bas. Oui, il adore jouer au Garden et il adore Après, les oui, il Knicks. prend moins de rebonds que Shaq. On lui en L'autre, vouloir. il faisait 2,15 m. C'était un animal aussi. Donc, mais leadership. Non, mais ouais, je te rejoins un peu. LeBron, leadership. dès son premier match NBA à Sacramento, Ah on, oui. sent, on sent que c'est un papa, il joue meneur. Ouais, mais- Il y a des darons, il leur dit ça, il est là. C'est pour ça aussi qu'on le compare avec Michael Jordan en Voilà. tant que meilleur joueur de l'histoire, comparé à d'autres. C'est que LeBron, moi j'ai même pas envie de le comparer à LeBron. Désolé Tom pour le tableau, hein. Mais c'est des joueurs. Au-delà du fait que ce soit peut-être des mecs générationnels, on verra pour Zion dans le temps. Vas-y, LeBron, gros, il est sur une planète. LeBron, il avait un plan. Il j'ai avait l'impression. tellement d'autres, ouais, et puis il avait tellement d'autres qualités dans le jeu. LeBron, il met des fadeaway au début, avec un shoot un peu suspect, mais il mettait des fadeaway. Donc Zion ne demande pas ça. Mais sur la domination intérieure, en tout cas, la comparaison évidemment avec le Shaq, elle est intéressante. Mais moi, le Shaq, je le compare à Yanis d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Où en fait, visuellement, tu vois qu'il domine parce qu'il met des dunks, il fait des trucs que personne ne peut faire, parce qu'il est cheaté. Zion, il est cheaté, mais sur des trucs basket, en fait. Tu vois, sur des épaules, sur des vitesses et tout. Bon, après, quand il va au dunk, il est toujours impressionnant, mais tu vois ce que je veux dire, comparé à... Je sais pas, Giannis m'impressionne plus physiquement dans la domination, comme le Shaq à son époque, que Zion aujourd'hui. Ok. Toi, t'en dis quoi, toi, non, peut-être Non, mais c'est tellement différent. Pour moi, c'est un joueur atypique. Donc après, on peut faire des comparaisons sur les résultats, sur l'aspect visuel. Ouais. Après, pour moi, physiquement, c'est tellement quelqu'un d'à part que, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, je crois, dans une déclat. Il dit, lui, il veut pas être comparé au Shaq, il veut pas être comparé à LeBron, il veut faire du Zion. Et quelque part, c'est la meilleure réponse qu'il a à faire. C'est que, je te dis, moi, j'ai jamais vu un mec comme ça, on a l'impression qu'il c'est un timide, que c'est un peu un mec en surpoids et qui fournit autant. Enfin, moi, honnêtement, Il a 30 points en avril, le gars. J'ai pas de souvenir de Il ça. a- C'est pour moi un honneur. C'est un honneur pour moi d'entendre mon nom comparé au Shaq, mais je suis moi, je suis Zion. Je veux être le seul et unique Zion, c'est tout. On est comme un coach Carter, quoi. Oui, voilà. Au Non, début, mais après, il n'a pas tort de dire ça parce qu'on sait que les Oui, comparaisons- bon. mais- S'il avait dit je suis le nouveau Shaq, ça nous aurait étonné quand même. Dernière question. Je veux qu'on aille sur l'entourage, évidemment, de Zion, parce que Bonne série, ça. si on sait que c'est un mec. Une fantastique série. Je veux qu'on aille sur l'entourage de Zion, enfin l'entourage sportif. C'est que donc comment construire autour de lui pour qu'il t'amène tout là-haut avec des joueurs et des coachs. Aujourd'hui, le pendant de Zion, le duo qu'il forme avec Brandon Ingram, est-ce que pour vous, c'est un duo d'avenir déjà? Bonne question. Un playmaker comme ça, qui a besoin quand même d'avoir beaucoup la balle, est-ce que c'est un type comme ça qu'il lui faut, sachant que lui, on a vu que sans la balle, il pouvait être très efficace? Ouais, mais est-ce que Ingram est assez fort pour.
C'est ça aussi la question. Pour moi, j'ai envie de le voir en play-off. Est-ce qu'il sera capable d'élever son jeu? Je le trouve un peu soft, entre guillemets. Est-ce que quand ça va commencer à se durcir, il va répondre présent? Et après, ce qui est sûr, c'est qu'un joueur comme Bledsoe, il n'est pas très compatible, je trouve, avec... Il est tellement Avec incompatible. personne, hein, toi. Ah, ouais, donc déjà, ça fausse un peu la donne. Et je pense que oui, il faut l'entourer de shooters. Hein, pour moi, de toute façon, il n'y a pas à chier. Hein. Même si Lonzo fait une belle saison au shoot, Ouais, une belle progression. ouais, je pense qu'il va encore progresser. Il ne sera pas là l'année prochaine. Exactement. je sais pas s'il sera là. Lonzo ne devrait pas faire de vieux Ouais, os. mais quel genre de Pelicans. meneur vous mettriez avec lui? Mais par c'est ça, exemple c'est ma question. Plus un Chris Paul, plus un. Chris Paul, on peut le mettre à l'inverse de Bledsoe, on peut le mettre Oui. à tout le monde. Non, mais là, je te rejoins, c'est vrai que. En fait, il amène tellement de densité dans la raquette qu'il lui faut de l'espace dans la raquette. Et quand ils sont allés chercher Steven Adams, c'était une bonne opportunité. C'est pas du tout ce type de pivot déjà qu'il lui faut. Ils ont le jeune Ice derrière qui Jackson je trouve Ice, bien sûr, qui ouais. fit beaucoup mieux. Je dis pas qu'il est plus fort qu'Adams, Je sais mais pas. un grand tonton, cercle à cercle. Tu penses? Ben, Moi, je pense qu'il faut un profil Brook Lopez comme Yanis. Je trouve que ce qu'a fait Bud autour de Yanis, c'est ce qu'il lui faudrait. Et on le dit souvent, mais c'est parce qu'il te faut de la place dans la raquette. Donc, d'avoir un pivot proche de la raquette, ça t'amène automatiquement un autre défenseur. C'est tout con. Et un autre mec. Ça fait qu'on est 4 plutôt que 2. Donc, ça te réduit les espaces. Donc, il faut un shooter. Un shooter, en tout cas un mec qui puisse écarter. Brook Lopez, c'est le meilleur exemple. Si vous avez d'autres exemples de shooters à 3 points, Tu m'as pas donné ton avis sur Brandon Ingram et sur le duo Ouais, Ingram-Zion. oui, t'as raison. Brandon Ingram, moi, je trouve que c'est très bien d'avoir ce profil-là, donc un ailier, bon défenseur, très fort en ISO, parce qu'aujourd'hui, Zion n'est pas capable. Et Yanis, on reproche souvent, on lui a dit, on avait dit c'était pas LeBron ou je sais plus qui. En fait, lui, c'est un Shaq, donc il faut son Kobe. Et donc, il leur faut aux Bucks un très fort joueur d'ISO à l'extérieur. Et ben, Brandon Ingram, c'est un très fort joueur d'ISO. Qui Ouais. reste encore très jeune et qui peut-être qu'il sera pas assez fort, doit- mais en tout cas, il mérite sa chance. Tu vois, Sans- donc et pour- moi, ça me va plutôt leur duo. Hein. C'est pour ça que c'est bien que s'ils font au moins les play-in, qu'ils se retrouvent déjà, Ouais, qu'on voit un peu qui est qui, parce que c'est là Tout à que les masques tombent en Je pense pas général. que Ingram, ce soit le problème, en fait. Après, trouver un big shooter, c'est rare quand même. Ah oui, c'est Pas- compliqué, ça hein. court pas les rues. Mais il faudrait au moins trouver un grand qui soit capable de se déplacer autour de Zion pour lui offrir des fenêtres de passe. Ça peut être intéressant. Parce que se placer aussi, savoir se placer, c'est une grosse qualité. Donc lui, quand il Ouais. prend l'espace, avoir un mec qui sait se déplacer autour de lui pour peut-être finir ou aller rattraper le rebond offensif, c'est important aussi. Mais c'est vrai qu'il a un jeu tellement atypique que je pense qu'il se creuse la tête pour savoir comment l'entourer. Et de toute façon, je crois qu'on est d'accord tous, même pour dire que si tu as Brandon Ingram et Zion Williamson, autour, tu dois avoir des shooters fiables, si ce n'est des super shooters. Donc un meneur de jeu. Ouais, mais ils ont pris peut-être un- Reddick, ils s'en ont pas, Ouais, mais après, ils voulaient. pas servi. Ils s'en sont un peu. Après, bon, Reddick avait envie d'autre chose, je pense. Mais en tout cas, c'est dans la philosophie que tu veux installer dans l'équipe. C'est. Voilà. J'envoie un message aux gars quand même pour leur dire il y a qui comme pivot shooter? Polo, il dit Joachim Noah. Bonne blague, Polo. Mais si, à partir du moment où tu as deux mecs comme ça qui sont bons dans la percussion et tout, il faut des vrais shooters. C'est-à-dire que quand il y a une aide qui vient, tu kicks. Mon gars, il faut que ça envoie. Mais George Hill, ces derniers temps, est très bon comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un top meneur. Mais il leur faut un profil de bons shooters, voire de très bons shooters. Peut-être jouer plus Défenseurs. Small ball, peut-être. Jouer Et un peu plus. pourquoi pas jouer avec Zion poste 5 et jouer avec 4 extérieurs autour? Dans la NBA actuelle. Un grand alors, 4 qui shoot. Justement, tous Voilà. ces choix-là, Ouais, grave. Kevin jouer Love. small ball, le mettre 5 avec un grand poste 4 au large, parce que c'est plus facile à trouver qu'un poste 5 shooter, tout ça, ça doit être pensé par un coaching staff. Est-ce qu'aujourd'hui, le travail de Stan Van Gundy avec Zion vous convient? Moi, je ne suis pas le plus grand fan de Stan Van Gundy, mais j'ai quand même l'impression qu'il l'a mis dans des bonnes conditions. Pour l'instant, rien d'incroyable. C'est correct, on va dire. Voilà. Mais rien de foufou. Après, Est-ce que pour Game franchir un cap, à un moment donné, il faudra peut-être comme Shaq avec Phil Jackson, comme LeBron, avec personne, parce qu'il a finalement LeBron est un coach à lui tout seul. Enfin, pas Riley, on peut dire quand même si on veut chipoter, mais est-ce qu'il aura peut-être aussi besoin de trouver un coach un peu mentor comme Jordan a trouvé Phil Jackson? Oui, peut-être, mais je ne vois pas qu'on en soit là. Et je pense qu'il ne faut pas casser Stan Van Gundy. Je pense que, comme pour Joel Embiid et les Sixers l'année dernière, je trouve que avant de penser au coach, ce qui est très important, c'est la construction de l'équipe qui va être importante. Ils l'ont eu l'année dernière, ils font un peu avec, tu vois, avec les opportunités, ils sont allés chercher Lonzo, machin, très bon. Eric Bledsoe, c'est une opportunité. Maintenant, il va falloir placer les pions. Et c'est un autre travail, mais là, c'est plutôt côté GM qu'on regarde. Très bien. Eh bien. On a fait le tour, je crois, sur Zion. Est-ce que, du coup, la question de ce débat, et je vous la pose une dernière fois, est-ce que Zion peut être ce fameux joueur générationnel qui t'amène en finale NBA pendant 3-4 ans, qui peut vraiment dominer la Ligue? Est-ce que vous le voyez à terme, dans 5, 6, 7 ans, être ce joueur-là? j'ai des doutes, perso. C'est vrai, t'as des doutes? Oui, t'as raison. Après, à voir, mais
j'ai un peu de doute. Il faudra bien l'entourer. Je ne le vois pas lui tout seul comme un LeBron. Bah, après, un LeBron, c'est exceptionnel, hein, on ne va pas se mentir. Mais lui tout seul, oui, il va falloir l'entourer. Je ne le vois pas être le franchise player. Il n'a pas de leadership déjà. Donc, C'est vrai qu'il dégage pas. Alors, il est très jeune, mais il dégage pas pour l'instant ce leadership. Et c'est peut-être un truc à creuser, Tom. Ouais, il a 20 ans, tu disais 21 ans, il a 21 ans en juillet. Moi, je lui donne absolument un avenir radieux. Maintenant, à lui et à la franchise de savoir vers où ils veulent aller, mais c'est pas à nous de trouver, nous on peut avoir nos avis, c'est à eux le truc. D'ailleurs, super, la Zion de chez Jordan, donc sa signature shoe est sortie cette semaine, donc ça montre que sa hype n'est pas redescendue, hein, notre ami. J'ai vu aussi une autre truc, et donc je te pose la question, il y a Matt Barnes qui a dit qu'en fait Zion et la Nouvelle-Orléans, c'est une histoire limitée dans le temps, et que pour gagner, il sera amené quoi qu'il arrive à partir un jour. Il y avait tout le truc avec les Knicks et tout, mais c'est aussi un truc que tu aimes bien dire d'ailleurs pour d'autres. Mais pour Zion, c'est vrai comme jamais. Hein. Ben, ça, après, on connaît les délires hein, comme ça. Hein. Alors, LeBron avait re-signé quand même avec les Cavs. Anthony Davis avait re-signé quand même avec les Pelicans. Mais c'est vrai, est-ce qu'à terme, il va rester aussi chez les Pelicans, avoir ses envies? c'est à eux aussi de faire le taf pour attirer... On a vu que ces derniers temps, c'était très compliqué quand même de garder comme ça des futurs méga stars. Dernier truc, Erwan, je te coupe vite fait parce qu'on cherchait des pivot shooters. Pivot shooter. Vucevic. Donc je suis allé regarder les meilleurs shooters par 3 points rentrés par match. Je vous fais la liste. Et bon, évidemment, les stars, on peut les enlever. Mais Vucevic est premier. Towns, Porzingis, Muscala, Christian Wood, Brook Lopez, Miles Turner, Jokic, Bobby Portis, Marc Gasol, Naz Reid est dans le classement. Daniel Theis. Non, mais je te donne tout. Vraiment dit Muscala, quoi. Muscala, il met 2-3 points par match. Oui, d'accord. Mais en tout cas, voilà, il existe des grands shooters. D'accord. J'enlève les stars. Donc mais tu vois, demain, tu es coach NBA, tu coaches Zion, tu dis je veux Muscala à côté. Non, Vucevic, c'est pas mal. Oui, Vucevic. En fait, Vucevic, c'est peut-être ce type de profil qu'il aurait fallu un peu hybride. aller chercher. Vucevic, c'est très bien, honnêtement. Là, regardez ce qui se passe à Chicago. Oui. Il est là, c'est catastrophique. J'ai arrêté de regarder. Non, mais là, il est là, c'est dommage. Là, c'est en complément. Oui, T'as oui, une je grave sais. à côté. Je sais. Non, mais dans l'idée, en fait, Vucevic, c'est vraiment ce type de mec qu'il faudrait. Alors, il y a plein d'autres trucs, mais voilà, il faut un grand shooter qui écarte le jeu, sinon c'est trop dur pour Zion. Écoute, on verra en tout cas la suite. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous voyez la suite de Zion. Évidemment, on la voit radieuse, mais la question elle est plus profonde que ça. Est-ce que c'est un mec qui peut dominer la ligue comme Durant l'a fait, comme LeBron l'a fait? C'est ça, en fait, la vraie question. On a eu des réponses Dominer avec... la ligue, c'est gagner des matchs. Et voilà. Ça commence par là, t'as raison. Ça commence par là. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez LeBron être un grand. LeBron, Zion, petit lapsus. Allez, on va passer au focus, non pas sur Nando De Colo, mais bien sur Steph Curry. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Il est devenu cette semaine le meilleur scoreur de la Ligue et pourrait devenir, pourquoi pas, depuis Michael Jordan, le plus vieux meilleur scoreur NBA. Rien que ça, Steph Curry est totalement on fire. Et depuis cette saison, pardon, pas depuis très longtemps, on voit donc ses stats cette saison, plus de 31 points par match, quasi 6 passes, des pourcentages indignes. Et on avait envie de faire un focus sur la forme actuelle, les gars, de Steph Curry. Thomas, on a retrouvé un Steph Curry, l'époque où il est MVP unanime, où quelque part il est indéfendable et il pourrait jeter ça des chiottes, ça tomberait quand même dedans. Ouais, ça ressemble un peu à cette année-là, sauf qu'à l'époque, il gagnait des matchs, il était premier de la Ligue. Il y avait une meilleure équipe aussi. Il a une meilleure équipe aussi, mais là, c'est vrai qu'on le voit, même dans son attitude, il est au top de sa forme physiquement, de tout, de son dribble, de son shoot. Ouais, là, il joue, je pense qu'il joue son meilleur basket. Après, c'est kiff-kiff avec sa saison d'MVP à l'unanimité. Mais le seul truc qui lui manque, comme je vous l'ai dit avant, c'est gagner un peu plus de matchs. Après, est-ce qu'il est bien entouré ou pas? C'est sûr que ce n'est pas l'équipe de rêve qu'il a autour. Il y a quelques gars. C'est vrai que l'équipe est un peu faible. Donc, il dit qu'il doit être MVP. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors, on a eu l'info juste avant de tourner l'émission. C'est pas trop Steph Curry, ce genre de déclaration. Ouais, il s'est mis à la mode de tous les autres, entre ceux qui disent je suis meilleur défenseur, je suis MVP, je suis meilleur. Lui, on avait l'impression que par ses titres de champion, par son double titre de MVP, on a l'impression qu'il était au-dessus de ça. Il n'avait peut-être pas besoin de le dire avant et maintenant il ressent besoin de le dire. Il met l'idée dans la tête des gens là. Parce qu'on commence à se dire pourquoi pas, peut-être. C'est vrai que. J'espère qu'il ne le sera pas. Aussi fort soit-il, moi j'ai besoin que le MVP soit dans une bonne équipe de basket. Il n'empêche qu'il dit qu'il est MVP et il y a quelques stats qui sont en sa faveur, notamment le nombre de matchs à plus de 10 3 points marqués. Ce qui est quand même pas. T'as jamais dit plus de 10 3 points dans un match? Basket FIBA, c'est impossible, non? En cadet. Voilà. En cadet. En espoir, faut les mettre. En espoir, c'est une fois 11 aussi. Ouais, c'est énorme. 10, c'est énorme. Hein. Ouais, 10. Quel que soit le niveau, merci. Et toi, Erwan, je te pose la question. Alors moi, non, j'ai fait 8 en N3 sur combien et 7 en N2. 8 sur 32. Sur 32.
sacré shooter, J.R. Smith, quoi, en fait. Ouais. Moi, je suis pas sur 32. Qui prend 32 3 points en un match? Pas moi, en tout cas. Mais j'espère, en tout cas. Tu vois, si je les prends dans une saison, c'était beau. Non. Bref. Est-ce qu'on avait passé le tableau? Je sais pas, avec vos conneries Avec là. les tirs à 3 points par match. Ouais, ça, Ça, je trouve que c'est une stat complètement folle, moi, qui m'impressionne le plus. Le gars, il arrive quand même à banaliser 21 fois, il a fait. La Des différence matchs, avec ouais. le deuxième, c'est incroyable. des matchs à 10 tirs à 3 points au plus. Alors évidemment que la NBA a vécu une révolution grâce à Stephen Curry sur les tirs à 3 points, mais 21 tirs, tu sais, ça... Normalement, à partir de 5, j'allais dire que tu as fait un bon match à 3 points. Hein. 5 tirs tentés. Enfin, 5 tirs marqués, pardon. Ouais. 6, 7. C'est très bien. Waouh, 8. En plus, combien il a fait à 9? Combien il a fait à 8? C'est comme pour LeBron et les triples-doubles. Donc ouais, moi, ça m'impressionne complètement. Je trouve ça... ouais, Le plus c'est choquant, fou, moi, c'est c'est quand fou. tu vois la liste derrière. 21, et tout d'un coup, Clay, Ah qui est un énorme shooter, 5 fois, Harden, 3 fois, Lillard, 3 fois. Dommage qu'ils jouent dans la même Alors, équipe, quand même, 21, les deux, hein. Alors que 28 c'est des mecs. C'est déjà des monstres. Ouais, c'est déjà des monstres, hein. Et Ouais, c'est encore, clair, c'est clair. plusieurs fois, on l'a sorti dans des derniers quarts-temps. Moi, ce que je regrette aussi, on l'a montré la dernière fois, l'image, il a voulu peut-être rentrer, où il a fait la blague avec Steve Kerr. Mais plusieurs fois où il y a eu assez d'avance, ils l'ont reposé, il était déjà à 11 ou 12, 3 points, c'est dommage. Ah, il cherchait les 14. le repose aussi des fois parce que Ouais, c'est vrai qu'on a mais l'impression des que fois, c'est on a un petit envie de peu, voir, que c'est un petit peu le seul capitaine qui arrive à gérer le bateau Draymond Green, pour ouais. gagner un petit peu Oh, les matchs. les Regardez stats. ses stats en avril. Heureusement Monstrueux. hier, il a été Kata, hein, parce que Ouais. enfin, Kata, il met 18, hein, mais Kata. Donc- Sinon, il est à 40 Donc il y points. a Draymond Green quand même qui arrive à faire la maille, même si on aimerait bien un petit peu plus de scoring de mon Draymond d'amour. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'il a acclamé qu'il voulait être MVP. Mais quelque part, tu le disais Tom au début de ce focus, il ne gagne pas assez de matchs. Et est-ce que quelque part, ça montre pas des limites? J'y crois pas trop, mais est-ce que ça montre pas des limites d'être aussi fort et de ne pas faire gagner ton équipe? Bah, après, ils ont eu T'as beaucoup de assez son blessures, équipe. les Wiseman, les machins. Franchement, l'équipe, elle est bancale de fou aussi, hein, faut pas se mentir. Franchement, les Warriors de cette année, quand tu les prends un par un, tu peux peut-être avoir des noms. Hein. On a parlé On de me dit dans le Wiggins. raid, on me dit dans le raid que le clan LeBron me dit dans le raid que par exemple LeBron a emmené des équipes plus alors, dans une autre conférence, a emmené des équipes en Ouais. finale NBA avec des effectifs qui paraissaient pas aussi Oui, ronflants. quand ta troisième option, c'est Pavlovic, ça peut se discuter, t'as raison. Après, le basket a changé. Le basket a changé, et dans un basket où il y a moins de possession, je trouve que tu peux... C'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir plus d'impact sur les matchs, en fait. Là, c'est des trucs d'attaque. Soit t'es fantastique. En gros, c'est soit il met 40 points, il va gagner le match, mais s'il met moins de 20 points, il gagne pas. Putain, Et c'est... Est-ce que c'est facile C'est dur, de hein. jouer avec lui aussi autour de lui? Moi, je me pose la question des fois. Quand même, Tiens, mais alors c'est une question rhétorique, j'imagine, puisque tu as la réponse. Donc dis-moi. on peut les rincer quand même. Hein. Bah, il porte beaucoup la balle, alors, il est fantastique, il n'y a rien à dire, hein, mais il fait un peu son truc tout seul pour moi. Et C'est vrai? trouves J'ai Moi, je trouve- l'impression moi, je trouve il, que il est dans son truc, il va prendre son pic, il se cherche des positions, il joue beaucoup en duo avec Draymond Green, passe, ça recoupe tout ça, et j'ai l'impression que les autres sont un peu mis à part. C'est vraiment Curry. Hier, Est-ce qu'ils rendent les autres meilleurs? J'ai un Alors, doute. le match d'hier, en tout cas, il va contre Oui. ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que contre Washington, ils perdent à la fin un peu à cause de Curry. Curry cataclysmique en premier quart-temps. Bon, d'ailleurs, les Warriors le sont. Ils perdent, je crois, 38-20 après un quart-temps. Et ceux qui les remettent dedans, c'est Wiggins, Oubre et Benzemore. Donc ça va contre ton truc. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, quand t'as un mec aussi fort Mais moi, que ça, je- ouais, ça fait déjà. chier de Oui, pas jouer c'est pour sûr lui, quoi. que lui, Tu vois, au bout d'un ouais, moment, mais lui, est-ce que dans sa tête, il se dit pas, bon, autour de moi, c'est pas des phénix, hein. Ah ouais, mais c'est le jeu, Et, tu vois. un peu, mais Je trouve certainement. ça, moi, c'est D'ailleurs, normal. je pense Tu fais pas qu'il- ça, toi, quand tu joues contre nous Si, c'est pareil. À un moment donné, t'as l'impression que pour gagner, il faut que tu prennes vraiment plus d'action pour toi que pour les autres. Moi, je trouve que ça fait partie surtout, du je jeu. trouve que- moi, je gagne, excuse-moi. Tout Moi, ce- Je crois que tu gagnes. Pas tout le temps. Ça dépend moi, surtout ce que j'ai vu chez les Warriors cette saison, c'est qu'au début de saison, on avait dit que Steph Curry portait beaucoup la balle, beaucoup de pick and roll. Et finalement, on a retrouvé quelque part un peu les formes collectives, alors avec moins d'efficacité parce qu'il n'y a plus Klay Thompson et il n'y a pas Kevin Durant. Mais j'ai l'impression qu'on a retrouvé quand même ce off-ball aussi. On va le chercher beaucoup sur des remontées. Et lui, quand il est défendu, parce qu'à lui tout seul, il crée focalise des ses espaces. défenses, eh ben, boum, il arrive avec sa qualité de Ouais, passe ouais. et celle de Draymond Green a trouvé d'autres solutions. Oui, je suis un peu dur avec lui. Après, c'est le sûr. casting, il est quand même, je le trouve très dur. Super Wiseman. Wiggins fait plutôt une saison correcte et je pense que c'est aussi grâce à Steph Curry pour le coup. Mais Les moi, je suis dans les content stats, parce après, qu'en un début de impact. saison, j'ai eu vraiment peur en début de saison. là. Ah, Quand on ils a ont tous pris eu les, peur. quand- Semaine, là, quand ils ont ouais. pris les branlés, j'ai dit, waouh, ça va être quoi cette saison? Et c'est vrai qu'ils ont bien rebondi. Et après, moi, celui qui me déçoit énormément, quand même, c'est Draymond Green. Je suis désolé, mais bon, c'est un poste 4 qui, soi-disant, à l'époque, quand même, mettait quelques 3 points. Là, il attend au lancer franc. Il envoie des parpaings, des fois, laisse tomber. Sur ce que tu dis. Ouais, mais c'est. Et ça, Et offensivement, pourtant, il c'est garde quand- une énorme influence. oui, mais offensivement, c'est un poids. S'il pouvait mettre quelques shoots à 3 points,
Ça ferait une grosse différence, je pense, pour l'équipe. Ouais, c'est sûr que Draymond Green a le droit d'être à 10 points par match. Hein. Vu ce qui se passe Ah autour oui, de lui, et tout, complètement. il a le droit. Après, ils sont vraiment un pôle à l'intérieur. Qu'ils Hein. soient à 6 points quand il y a Thompson et Durant, pas de souci. Mais là, ils sont pas là, les mecs. Ouais, ça c'est Donc, clair. mais Après, vraiment, ils sont à pôle. Hein. James Wiseman, donc souvent blessé. Pachal a manqué 20 que matchs. t'adores, Erwan. Marquis Chris s'est blessé au début de la saison. Il y a Kevin Looney qui est. Ils sont en bras le P aussi. Hein. Ils ont que Toscano, il joue 4. Au bout d'un moment, le basket, c'est bien d'avoir. Il bricole. Un peu. Il bricole. Il Ouais, bricole. Ouais, il c'est vrai, bricole. c'est vrai. L'équipe, elle est vraiment C'est pas vrai ouf, qu'elle hein. est pas ouf, l'équipe. Kelly Oubre, même s'il est remonté, c'était attendu dans ses stats, il a 15 points par match. Putain, mon gars, c'est des mecs qui sont trop sur le courant alternatif, quoi. Ouais. Tu vois. Il n'empêche. Et Curry est obligé d'être magique, fantastique pour gagner des matchs. Et il était C'est au quand mois, même dur. il était au mois d'avril, il fait une saison énorme. Et qu'on aime ou pas Steph Curry, on a quand même. Je mets au défi quand il met des triplés comme à Philadelphie, quand tu es devant ton ordinateur, de ne pas faire ouf, what Ils sont pas très Tu loin. mets- des Ils sont équipes, payés, hein. ouais, Ils sont ils sont en payés, play. pour l'instant. Je crois qu'ils sont à Son 2 neuvième. victoires Du coup- de Portland. Ouais. 3. Envoyer cette équipe-là en play-in quand tu es Steph Curry, c'est plutôt une bonne perf ou c'est le minimum? Pour moi, c'est le minimum. C'est correct. Je sais pas, il vient de dire qu'il était MVP. Moi, MVP qui est même pas au play-in, donc c'est le minimum. Très bien. Voilà, c'est le minimum. Dites-nous dans les commentaires si Steph Curry, qui envoie son équipe en play-in avec la réalité de cette saison, donc une équipe assez moyenne, c'est une bonne perf, on va Memphis, pas dire énorme, qui ou c'est simplement le minimum pour un joueur double MVP et multiple champion NBA. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on vous lira. C'est le grand moment de remettre mon titre en jeu, le quiz, parce que Thomas fait le fou, les deux Thomas font les fous d'ailleurs. It's Lillard. He got the shot. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Et aujourd'hui, on a Thomas Lerokis. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait un petit dépassement de fonction. Je sais que tu n'es pas en confiance à ce moment de l'émission. J'aimerais que tu montres que tu es capable de gagner un quiz. J'en ai déjà gagné, il me semble. Il faudra regarder l'historique. C'est vrai, en plus sur un sur un quiz quiz quiz. De ouf. Moi, tu C'est vois, vrai. je suis mauvais. Ah ouais, devant. c'est certain. c'était trop soft. C'était Ricky Davis, je crois. Perso, j'ai aucun souvenir, mais. Si, si. Ricky Davis. Ouais, bah, Je tant me mieux, rappelle. écoute, hein. Eh Si bah, tu te contentes de ça, c'est pas un problème. Eh ben, fais-moi mentir encore une fois. Le aujourd'hui. ratio émission-victoire, je pense qu'il est bon. Ok, Je pense d'accord. Ok, d'accord. Il doit Désolé, être les gars. Il doit être un 1-8. Il doit être un 1-8. Mon pourcentage hier. On commence. Alors, il y a 3 parties. On commence. C'est un abonné qui nous a envoyé un quiz. Ah. C'est un mec qui fait des créas. Donc, ça va être une petite mise en bouche. Pas mal. Il tient le compte, ça s'appelle La Main Chaude. Ça va être des images. Il faut me dire à quel joueur ça correspond. C'est plutôt facile. Vous devriez vous en sortir. On commence avec lui. Kawhi. Non. Robert Non. Torrey. Ah, avec les bagues. Jackson. Bill Russell. Bill Russell. Ah bien oui, joué. 10. Robert merde. Torrey, il a pas autant. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Bravo, Il en a super. 11. Bravo, bien. Super, super. Oui, 11, pardon. Mais il manquait un doigt, du coup. Non, il en avait rajouté. Et Lillard. Lillard. Damien Lillard, évidemment. Ah, C'est sont bien, belles, c'est ces bien. créas. Bravo. hein. Oui, c'est joli. La Main Chaude. Jordan. Michael Jordan, évidemment. Harden. Non, Bucket. Buckets, quelqu'un qui se fait appeler Buckets dans la ligue. Ben oui. Oh Ça putain. me dit quelque chose, putain. Bucket. Durant. Jimmy Bucket. Jimmy Butler. Bucket, ah ouais, Jimmy ah, Butler, il est bravo. mauvais. Ah oui. Ah. Il aime le KFC. Ah, Jokic, évidemment. Joachim Phoenix. Allez, il en reste 5. Tony Parker. Non. Horace Grant. Christophe Freeze. Non. Comment il s'appelle Non, Putain. Hakim. Tais-toi. Je sais qui c'est, c'est le Karim mec des Non, Lakers. pas Hakim. Jeff Karim, Horsley. Karim. Ah oui, Karim. Karim. Eh mais gros, j'avoue, le mec est complet. Kata. Et je pensais à un moment à Kurt Rambis. Je dis Christophe Freeze quand même. Hein. Celle-là, elle est pas simple. Le Magic. magicien. Magic, J'attends. bravo. Ah ouais, tu l'as direct. Ah bon, moi, je l'ai galéré. Je me suis dit, mais qui est magicien Magic. Ouais, Ouais, Magic. Ah, ok. Gilbert Arenas. Bon. Ah ouais, ok, très bien. Jésus. C'est sigle. Shuttleworth. C'est Ray Allen. Et Ray Allen, Ah ouais, bravo. Galette, j'ai juste Eagle Shuttleworth. Game. Putain, bravo. Ah oui, Ah Quel film. quel super film. Il en reste 2. Shaquille O'Neal. Le Shaq, évidemment. Elles sont belles ces créas, j'aime bien. Ouais, c'est très joli. Et la dernière, Will Chamberlain. c'est Wilt. Voilà, Bravo. la main chaude sur Instagram. En tout cas, merci Bravo, d'avoir Bravo, envoyé ça. super. Ouais, bravo. On pourra les mettre sur les réseaux parce que c'est vraiment très Oui, cool. on pourra lui faire un peu de pub. D'ailleurs, on fait souvent de la pub pour plein de belles Pour les créas, créateurs, une pour fois les par créateurs. semaine, Ouais. tous les vendredis à peu près. Mais je Absolument. pensais pas qu'il y en avait autant. Vraiment, Bravo les gars. les mecs sont doués. On a parlé de Zion qui était un incroyable rookie. Alors, je suis allé chercher depuis 1984. J'ai 21 ans. Tous les rookies à plus de 20 points de moyenne lors de leur Pas première- mal. Alors, Valable. valable. Allez. Alors, c'est Thomas Lerokis qui va commencer. Depuis 1984, Iverson. Oui. Iverson, évidemment. Il avait 23,5 points. À moi, Oui, Michael Jordan. Michael Jordan, bien Trop sûr. C'est face. pour ça que je suis allé en Trop 84. face. Bon bah Zion du coup. Zion, oui, il était à 22,5. Jojo était à 28,2, juste pour le... Oui. Pas mal. À toi. Il bégaye déjà. Ah, me touche pas, me touche pas. J'ai un doute sur un gars là.
J'en ai 2 encore. 3. Pardon. Michael Beasley, Durant. Kevin Durant, bien sûr, je te le 21. retrouve. Il est... Voilà, Kevin Durant, il est là. Il était à, je vais pas noter, mais il est là. Ok, vas-y, Erwan. Le Shaq. Il était à 20,3. Le Shaq, bien sûr. LeBron. The buzzer. LeBron James. Shaq 23,4. LeBron James, oui, 20,9. Ah, c'est à moi là. Ouais. Vous êtes sûr? Ah, ça va, putain. Hardaway. Oh, Hardaway, il est non. même pas rookie de l'année. C'est une bavure. Non. À toi. Il n'y a pas besoin d'être rookie de l'année. Hein. Bah non. C'est juste 20 points. 20 Ah oui. points. Ah, il écoute rien de toute façon dans les consignes. Très bien, Allez, très bien. à toi, Erwan. Carmelo Anthony. Oui, Carmelo 20 points, Anthony, bravo. bien sûr, il met plus de points que Bien LeBron sûr. d'ailleurs. Il Blake a 20. Griffin. Blake Griffin, oui, 22,5. Joel Embiid. Joel Embiid, non, il joue très peu et il dépasse pas les 20 points. il me semble. Ah ouais T'es Yes, je l'ai sûr pas. Pour la victoire. Je vais vérifier parce que. Ouais, vérifie quand même. Hein. Joel Embiid, il est pas à plus de 20 points. Je l'avais- Sur la je l'avais saison, pas. il joue 30 matchs là. Bah ouais, regarde, vérifie quand même. Je vérifie, regarde. Ah, je suis en- vas-y, on attend. On est en direct. Il est à 20,2 points. Bon, c'est bah, bravo. alors, Allez, ça bah, compte, Ça compte. ah, Bah oui, compte, ça évidemment. compte, ça compte plus de 20 points. Ça compte. Un autre mec a plus de 20 points. Hey. Moi j'en ai du coup. il y en a des récents. J'en ai. Il en reste dans les années 80. Plus de 20 points dans les années 80. Ah, goddammit. Il y en a pas, il y en a, il y a Ah ouais, pas J'en ai longtemps. plein, j'en ai plein. Oh, d'accord. J'en ai plein. Il est chaud. J'en ai plein. Attends, il a pris son temps. Moi, j'ai pas autant pris Ouais, mon temps. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, je cherche. Je peux revenir Un meneur de jeu, n'importe quoi. Un rookie à plus de 20 points. Putain, je cherche, je trouve pas. Gros, attends, que c'est l'arbitre. Il Il va me balle, on lève le bras. chercher. Clyde Allez, Drexler. je laisse 3 secondes. Attends, 5. C'est pas, c'est après Ah, 84. merde. 3, Mais c'est après Deux. 84. 1. Il me faut Paul un. Davis. Non, pas du tout. Il a 13 points par match. Non, Moi, pas du tout. j'ai Grant Hill. Ouais, j'allais le dire Ouais. à la place d'Hardaway. J'ai Patrick Ewing. Patrick Ewing, 20. Putain, Olajuwon. putain, il t'a Olajuwon. Hakim Olajuwon, je l'ai pas sous Pas les sûr yeux. parce qu'il y a je Ralph sais pas. Thompson et tout. Ouais. Mais Par contre, pas 20, c'est ouf. Patrick Ewing. Je vous dis ceux qui restaient. Vas-y. Elton Brand, 20,1 Ah, points. ouais. Tyreek Evans, 20,1 points. Ouais. Hakim Assil était à 20,6 Ah, points. Autant merci. pour moi, bravo. Alonso Mourning, 21 Ouais. points. Tim Oh, ouais. Duncan, 21. Luka Doncic, 21. Ah, bah Ah oui. ouais. Bon, 4. Glenn Robinson, 21,9. Ah oui, Mon gars. Mitch Big Dog. Richmond, C'était quand 22 même, points. Ouais. Ron Harper, 23 points. Ouais, 22,9. Ron Harper. Ouais, David Robinson, 24 points. Et Donovan Mitchell, 20 points. Putain. Voilà, Non, bravo. mais Thomas. Ah ouais, Tu me dégoûtes. pas Allez, mal, vas-y, pas mal. grave. Allez, on se termine avec un petit qui suis-je. Vas-y. Je suis allé un peu plus. Je suis né le 6 août 1960 à Marietta, en Géorgie. Comment il est en struggle déjà. J'ai donc 61 ans. Après avoir joué à l'université remarquable. dans un état qui aimait bien Johnny, je fus sélectionné au 9e rang de la draft 83 par les Mavs, avec lesquels je reste 3 ans. Avec 8 points de moyenne en 16 minutes de temps de jeu sur ces 3 exercices, mes débuts NBA se font sans engouement particulier. Ma carrière change radicalement après mon transfert aux Supersonics de Seattle contre Oldwood le 23 juillet 1986. Dès ma première saison sous le maillot vert, mon temps de jeu et mes statistiques grimpent. Je viens de perdre le fil. Et mes statistiques grimpent. Frère, il est sérieux, je crois que ça. En plus, je crois que J'ai envie de lâcher un Je crois que buzz, je l'ai. mais- Si, Passant de j'ai- 7,1 points j'ai un gars, moi aussi, à là. 24,9 points. De 7 à 24. Ah ouais. Un gaucher. Avec une progression si fulgurante, c'est logiquement que je me fais élire MIP Putain, j'ai 1987. besoin d'un peu. Xavier McDaniel. C'est faux. T'as le droit, t'avais gagné un truc, tu reviens en jeu. Ah, vas-y, bah dis un petit truc et on va dire un blaze. Loin d'un simple coup d'éclat, mes stats se consolident durant les 3 saisons suivantes. 25 points, 27 points, 23 points en moyenne. Il joue là. Il joue là. Ah, si, attends, Sonics. Sonics. dans les années 80. Avec de tels chiffres, je suis sélectionné au All-Star Game 89, où j'y marque 27 points et prends 6 rebonds en 26 minutes. Gros scoreur, je peux faire des étincelles lorsque j'allume la mèche. Un soir de janvier 1988, dans une victoire contre les Kings, je deviens le premier joueur à marquer 2 actions à 4 points dans un match. Attends, je crois que ça va. Novembre 89, je score mon carrière high à 53 points. Ah ouais. Durant la saison 90-91, je ne joue que 30 matchs pour les Sonics, puis je suis transféré contre Ricky Pierce aux Bucks, avec qui je joue 21 matchs pour 20 Là, points. il est lisse. C'est exactement Daily Leaf. Félicitations Erwan, Ouais, ouais, ouais. qui Non, alors, qui gagne encore une fois. Les quiz de cinquantenaire. Non, On a 2 ans d'écart. Bravo. non, Ah, Daily, putain. ça faisait longtemps que j'étais pas allé un peu Bravo, à l'ancienne. Ouais, moi c'est pas. C'est non. Daily List, Pas de hein. regret, c'est pas moi. Pas Bravo moi, Daily C'est pas Leaf, ma cam, elle Pas est ma belle. cam. Daily, tout à fait. Et Erwan enchaîne, donc félicitations. Ouais, Je vois bien, toi qui bien, étais écoute. plutôt mal parti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Félicitations. Bah écoute, Daily List, ouais. C'est vrai que je l'avais un peu comme j'ai fait McDaniel, mais Daily List, shooter incroyable. Hein. Ouais. Ouais.
beau shooter. Apparemment. Belle progression en une saison. Ouais. Ok, cool. Ben merci mon Tom. Merci mon Tom. C'est un plaisir d'avoir 3 Thomas. On va les 3 T d'ailleurs. Hein. Ouais, les 3 T. I need you. Allez, On se retrouve écoutez, quand, Erwan? Parce que là, on se retrouve samedi 22h avec Nico Batum Moi, je suis sur pas Twitch. invité. Tu seras invité. Calme-toi. Arrête. qu'est-ce que t'as raconté Déjà, autant, le gars respecte-nous déjà sur le terrain. Et puis après, on verra. 22h samedi, avec Nico Batum. Dimanche, 18h avec Mehdi Maizi. Et surtout, là, à partir du 1er mai, tous les week-ends, le Stream Sport, où là, tu pourras venir un peu nous raconter des conneries aussi. Et puis, on va relancer la radio. Donc, Quelques anecdotes. Qui sera tous les samedis soirs de 22h30 à minuit 30. Ouh, quel problème. Et le First Day Show en avant-première. Et le First tous Day les Show jeudis, en avant-première toujours sur Twitch dès 18h. Merci la famille, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a encore fait des super chiffres cette semaine. Merci à tous. Ciao, ciao.